Eh bien, messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un top 12. Alors, je voulais m'arrêter à top 10, mais finalement, j'étais en train d'écrire, et je me suis dit, c'est l'été, voilà, il y a des gens qui ont envie de se prélasser à regarder des choses pas intéressantes, mais du coup, qui peuvent leur parler. Ça s'appelle des tops. Moi, j'aime bien les tops, parce que c'est con et c'est facile à faire. Et j'ai envie que vous m'aidiez en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des points aussi à soulever que j'ai pu oublier, ou d'autres qui vous paraissent plausibles aussi pour vous. Donc voici mon top 10 ou 12, on va dire, des choses les plus insupportables qui me font CHIER dans l'univers du jeu de société. Vous êtes sur Mes Vieilleries, j'espère que vous avez la santé et la paix, en tout cas je vous le souhaite. Et on commence tout de suite. Donc on commence des trucs les moins saoulants jusqu'aux trucs les plus saoulants, en réalité. J'espère que j'ai rien oublié. Alors top 10. Alors le manque de renouvellement de mécanique et de système de jeu. Alors c'est vrai qu'entre 2007-2008 et on va dire cette décennie-là jusqu'à 2017-2018, je trouve que c'est là où il y a eu le plus de renouvellement dans les jeux qu'on pourrait appeler des jeux modernes, hein, depuis 95, depuis Catan, voire même avant. Il y a de l'allègement aussi sur le jeu de rôle qui s'est déroulé à peu près à ce moment-là. On a eu un creux vers le début des années 2000 et ensuite les éditeurs ont compris en fait qu'il fallait éviter, si vous voulez, hein, tous les systèmes de jeu un peu trop lourds. Je sais plus si je vais me tromper, mais est-ce qu'il n'y avait pas Nephilim, Cult, Polaris, il y avait des jeux français en tout cas qu'on trouvait tous un peu lourds, et au fur et à mesure, là, je l'ai vu d'ailleurs en 2019 avec la réédition de Vermine 2047, là, ça donne beaucoup plus envie de jouer à des jeux de rôle aujourd'hui. Je mets les jeux de rôle dans le jeu de société, bien entendu. Après, sur les autres gammes, je trouve que effectivement, il y a quand même globalement un manque de sagacité et de renouvellement. C'est-à-dire qu'on a toujours affaire, finalement, à un mélange de, alors, soit du deck building avec de la pose ouvrier, soit de prise de risque avec, vous voyez, enfin, il y a toujours, on va dire, les 6, 7, 8 mécaniques principales qui viennent se confronter. Et en fait, maintenant, on a l'impression vraiment que c'est à la carte. C'est-à-dire que vous avez un auteur de jeu qui dit, alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qui marchait? Donc ça, on va reprendre. Maintenant, on va changer un peu. On parle même pas de thématique, là, hein, on parle juste de système de jeu. Alors là, ce serait sympa d'améliorer le système en le simplifiant, parce que je rappelle quand même à ceux qui ne le sauraient pas, je ne suis pas un auteur de jeu, mais j'ai fini par comprendre un petit peu tout ça, c'est qu'effectivement, ça saute pas aux yeux pour les joueurs que nous sommes, mais plus quelque chose est simple, plus on peut prendre du temps à savourer finalement le moment de jeu. Donc un bon indicateur, c'est un jeu qui est simple mais pas simpliste. Donc là, on peut prendre un exemple, hein, je sais pas, par exemple Mindbug, c'est très simple, mais voilà, faut quand même établir des stratégies là-dedans pour réussir à faire quelque chose. Donc globalement, on a l'impression quand même que ça se tarit depuis 2018-2020, malgré, je dirais, l'arrivée du Covid qui a bouleversé et chamboulé un peu tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs, justement, et ça c'est très bien, parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient faire aussi des activités intelligentes chez eux et passionnantes comme le jeu de société, ça n'a pas suffi en réalité. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait un lockdown planétaire quasiment, et au final, ça n'a pas poussé les gens à voilà, trouver des trucs exceptionnels. Alors, moi, il y a des types de jeux que je connais moins, comme les jeux de, vous savez, d'ambiance, où il faut imiter, je sais pas, des animaux, imiter un personnage, faire des signes, des trucs comme ça. Bon là, de toute façon, ça c'est un puissant fond de renouvellement, parce que on pourra prendre n'importe quelle thématique, voilà, après c'est des valeurs, c'est des variables à ajuster, vous pouvez faire des milliards de jeux avec les mêmes trucs, mais là j'essaye de concentrer, on va dire, mon top 12 sur des jeux de société a fortiori qu'on appelle un peu initiés, c'est-à-dire pour les gens qui aiment déjà jouer, qui sont un peu joueurs, qui aiment bien la stratégie, etc. Et je trouve qu'effectivement, là ça va faire maintenant une petite dizaine d'années que ça se tarit en réalité. Je sais pas, posez-vous la question, quand vous êtes intéressé pour un jeu, quand vous voyez en fait les previews par exemple, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est je me dis, tiens, dans quel univers j'ai envie de me baigner, et ça va ressembler à quoi en fait le tour de jeu. Donc ça c'est les deux principales choses, vous avez je dirais la thématique, l'entourage, l'enrobage, et puis vous avez quelque chose qui fait que votre jeu c'est pas un tube, c'est-à-dire que c'est pas un truc rond avec du vide à l'intérieur. C'est censé en fait... c'est de l'art, quoi. Donc c'est censé être quelque chose qui se savoure, qui se déguste, et en même temps vous avez ça dans le jeu qui est la construction mentale. Vous avez des schémas à essayer de projeter, vous avez... voilà, donc effectivement,
Je vais pas dire que maintenant c'est de moins en moins bien, parce qu'on aura toujours de quoi se mettre sous la dent quelque chose de vraiment passionnant, mais c'est vrai qu'on n'a plus, vous savez, cette espèce d'éclat qui faisait dans les années 2000. Waouh, regardez, il y a un tout nouveau truc qui vient de sortir. Bah, c'est sûr que ça va faire des petits, ça. Ça, il y en a très peu. Je suis en train d'avoir les yeux braqués là-bas parce que je vois un grillon, je crois. Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il fout là. Oui, j'ai des sauterelles chez moi. Allez, on passe au top 9 maintenant. Alors le rapport coût pérennité de matériel. Alors ça c'est un truc, moi ça fait longtemps en fait que j'y pense. Quand j'étais jeune, j'avais un de mes premiers jeux de société modernes, mes deux premiers jeux de société modernes, un peu grosse boîte, un peu initié, ça a été Samurai de Reiner Knizia et la Runta de je ne sais plus qui, je ne sais plus qui c'est qui a fait Runta, je ne sais plus. Deux jeux exceptionnels, un jeu, enfin, exceptionnel. Samurai, il faut peut-être pas exagérer non plus, c'est un jeu de majorité, bon, c'est pas mal. Et Runta, c'est génialissime, quoi. C'est un jeu d'ambiance avec, tiens, je te soudoie, tiens, toi, je te mets en président et toi en premier ministre. Enfin, bon, bref. Après, vous faites des, vous emmenez des gens pour récupérer des quartiers de la ville. Enfin, c'est la République bananière à la française, quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh, le rapport pérennité de matériel a été très vite vu quand il y a un pote qui m'a renversé un verre de coca sans faire gaffe. On était dans ma cave, boum, ça se renverse sur le plateau de Samurai. Donc jusqu'à aujourd'hui maintenant, alors je sais pas si ce jeu sera réédité, je crois qu'il a déjà été réédité, mais j'en suis pas sûr parce qu'il y a des jeux qui s'appellent Samurai qui sont pas du tout les mêmes. Euh, il y a une grosse tache de coca. Alors ça, vous me direz, vous savez, comme ceux qui aiment bien les livres un peu écornés, ils disent oui, ça sent le vieux, ça a vécu, c'est sépia et tout machin. Moi, je ne supporte pas ça en fait avec mes produits culturels. Moi, il faut qu'il soit le plus possible simili Fnac magasin, si vous voulez. Hein. Il faut que ça ressente le neuf encore. Et force est de constater que là, quand je rouvre mon Samurai, je me dis ah oui, bah je me rappellerai de toute façon tout le temps de cet après-midi. Avec mon pote Fred, hein, qui a fait renverser ce coca là-dessus. Puis je repense aussi à mon chat Casimir, qui avait renversé, en fait, qui avait marché en évitant toutes les figurines Warhammer 40 000 que j'avais sur mon sol, mais qui à la fin s'était pris dans un verre et qui a ruiné effectivement. Voilà, il avait vraiment tout fait pour éviter toutes les figues, mais à la fin sa queue avait donné un coup sur un verre et ça s'est versé sur un bouquin de règles Gorka Morka ou je sais plus ce qu'il y avait. Enfin oui, il y a toujours un truc, vous avez les yeux pour pleurer ensuite. Parce que ça c'est du matériel, donc ça vaut beaucoup d'argent à chaque fois. Et donc moi je fais partie des slivers compulsifs. Je crois qu'il n'y a pas un jeu chez moi. Ah si, il y en a un, justement il est là. Je voulais montrer l'exemple pour tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi j'ai sorti cette version de Cryptid Légendes urbaines. C'est parce qu'en fait, même chez Swan Panasia, j'ai pas réussi à trouver des pochettes pour des trucs comme ça. Donc ça fait partie du sujet par contre. Rapport, coût, pérennité de matériel. Donc moi je suis un budget teaser, c'est-à-dire que à chaque fois que je prends un jeu de base, je sais qu'il y aura 10% de plus pour la sleeve. Donc ça veut dire que déjà... pour les gens qui font attention à leurs affaires, c'est-à-dire que ça coûte encore plus cher. Et ça a tendance à me saouler, puisque, je sais pas, il devrait y avoir... on sait que les matières premières ont beaucoup augmenté depuis la crise Covid, et ce qui fait que finalement, vous êtes obligé de rentrer en fait dans un modèle qui va faire que soit vous avez un jeu qui s'abîme, des cartes qui commencent à blanchir sur le bord quand vous devez les mélanger, les brasser, soit vous vous dites, bah moi je sleeve, parce que 1, ça se mélange 1000 fois mieux, 2, bah les cartes, bah, elles vieillissent pas, ou très peu, puisque finalement, à part le fait d'être un petit peu tordu, bah, la carte elle aura gardé son intégrité. Mais aussi, là, récemment, je l'ai fait pour Horror Arkham, carrément des protections de jetons, parce qu'à force, surtout chez FFG, vous avez l'imprimé en fait qui finit par partir à force d'être brassé, d'être tiré, d'être machin. Moi j'ai un pote qui avait, vous savez, ce super jeu Game of Thrones, le jeu de plateau, un très bon jeu tactique, de contrôle de territoire, de conquête en réalité. Ils ont tellement joué avec ses potes, à lui, ils ont tellement joué qu'il y a carrément... Vous savez, c'est comme dans les offices du tourisme où les gens ils appuient trop souvent sur un truc qu'on voit à Paris ou autre, un circuit à vélo, vous avez même plus le dessin hein, sur le panneau, vous savez, interactif, vous avez même plus le dessin, parce que les gens appuient trop, que ça peut être au métro aussi, vous savez. Bah là c'est pareil, vous avez carrément des villes sur son plateau, il y a tellement eu de jetons posés dessus, raclés, etc., que non seulement déjà les jetons, bah, je crois qu'il a dû les redessiner un peu, mais il y a carrément du blanc en fait sur le plateau. Donc moi j'ai pensé à un truc, c'est carrément même me faire des plaques de plexi. Selon les jeux de société, vous avez souvent des jeux avec des plateaux. Ça peut être un seul carré, ça peut être du 2 carrés, ça peut être du x4, ça peut être du 3x2.
Je vais m'en faire. J'avais pensé ça depuis Maracaibo. Ça devait être durant le Covid à peu près. Je me suis dit, mais c'est dommage, on peut se lancer des parties 1000 fois. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire glisser les petits bateaux, appuyer sur des trucs, ça va finir par esquinter la chose. Et le problème, c'est que, on l'a vu, les éditeurs, quand ils font des jeux, ce qu'ils appellent experts, vous savez, un peu initié plus, un peu lourd, euh, ils vont le tirer en 1000, 1500, 2000 exemplaires. Allez, pour les grands bangers, ils vont en faire, je sais pas, je pense par exemple à Jacob Frixellus, vous savez, pour Frix Game, là, chez Intrafin, Terraforming Mars, le jeu normal. On en est rendu depuis 2017, je crois, au 4e ou 5e tirage. Bon, à part des jeux comme ça, qui vont rester en boutique pendant encore 20 ans, voire plus, bah, la majorité des jeux, des gros jeux avec plateau, et on peut même penser à Carnegie, à, je sais pas, alors peut-être pas Ark Nova, lui va peut-être rester longtemps, mais il y a des très bons jeux qui vont peut-être partir beaucoup plus rapidement. Un certain nombre de chaînes Philips, etc. En fait, à un moment donné, vous ne les trouverez plus en boutique. Après, il y aura le système occasion, puis à la fin, bah, ce sera pot de zob. C'est-à-dire que d'ici 50 ans, le truc aura vécu et on sera passé à autre chose. C'est dommage, c'est une œuvre, je dirais, culturelle, et qui a été travaillée, réfléchie. Donc en fait, je pense que ce qui m'énerve, voilà, sur ce point 9, c'est ce rapport coût-pérennité. Si vous ne mettez pas, si on compte protection de jetons, moi j'ai essayé de chercher des protections de tuiles, j'en ai pas trouvé sur Etsy. Parce que vous savez, les tuiles hexagonales ou autres, en fait il y a tellement de types de tuiles différents que parfois c'est trop difficile. J'ai vu des porte-tuiles pour éviter qu'elles raclent trop, mais par contre des protections de tuiles où ça vous permet en fait d'avoir un plexi au-dessus, en dessous par exemple, ou même un truc en plastique qui vous empêche d'abîmer finalement l'imprimé, j'en ai pas encore trouvé. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire où les choper dans la section commentaires. Mais ça veut dire que voilà, vous prenez un jeu à 70 balles, si vous achetez des jetons, des protections de jetons, des sleeves, un sac, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai marqué, des standees, enfin ça va dépendre du jeu bien entendu, mais surtout du plexi pour les plateaux, pour, je dirais, immortaliser un petit peu la possibilité de votre jeu de rester encore debout d'ici plusieurs années, eh ben, faut faire un fois 1,5 ou fois 2 presque, en fait, sur le coût de votre matériel. Donc ça devient une ruine, ce truc. Donc ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'éditeur va expliquer généralement à l'auteur ce qu'il a décidé de faire au niveau matériel, il va éventuellement lui demander son avis, même s'il a déjà décidé finalement ce qu'il allait faire. Mais derrière ça, alors on a vu par exemple des bons exemples comme chez Yellow ou par exemple chez Pixie Game où vous avez Legacy of You de souvenirs, ils ont un super trail de rangement décoré, enfin tous les endroits servent à quelque chose. C'est un peu gros pour ce que c'est, mais vous êtes sûr de pas en fait prendre trop de temps aussi à l'installation de matériel. Donc en fait c'est des compromis de type de matériel versus coût à la production versus coût final pour le client, rapport investissement-temps, enfin il y a tellement de variables que c'est très complexe. Et je pense que l'éditeur, j'en connais pas beaucoup, j'en connais deux hein, personnellement, ils me le disent en fait, c'est pas simplement pour les beaux yeux de l'auteur ou juste pour les clients qui ont besoin de lancer un projet qui sera comme ça et pas comme ça. Ils vont bien entendu être à l'écoute, surtout si c'est du Kickstarter par exemple, mais généralement ils essayent aussi de trouver de quoi faire aussi une petite marge pour pouvoir subsister. En fait, il y a tellement de paramètres que je pense que un produit culturel comme ça, ça ne pourra pas contenter quelqu'un. Moi, je vous parle rapidement de mes autres passions. Je fais de la musique et j'aime beaucoup l'univers musical. Quand on achète un CD d'un album d'un groupe, surtout quand il est standard, je sais pas, vous avez 40 minutes, 1 heure de piste, le groupe décide de pas forcément faire de version bonus. Vous savez, il y a beaucoup aussi de maisons de disques qui décident de faire le truc en slipcase avec voilà, un poster en plus, 2 pistes supplémentaires, ça je trouve que c'est vraiment du caca. Mais généralement quand vous avez un album qui sort, voilà, c'est l'album, il est comme ça, il y a tant de pistes, il n'y en aura pas une de plus, etc. pour quelqu'un qui veut payer plus. Vous avez votre album, votre CD il va tourner, ou pour les amateurs de vinyle, hein, ce qui est assez dépassé je trouve, mais bon bref, c'est pas le sujet, ils vont écouter la musique, et puis c'est ça, soit vous aimez, vous êtes contenté en fait parce que vous aurez entendu, soit vous trouvez que c'est moyen, pas bon, auquel cas vous le revendez, on s'en fout, mais en tout cas, l'œuvre, elle est présentée telle qu'elle, et elle ne pourra pas être mieux faite, puisque quand l'artiste a décidé d'enregistrer et de finaliser son produit comme ça, il a dit, mon œuvre, elle est telle qu'elle. Mais là, le problème, c'est que pour les jeux de société, c'est un peu différent. On a souvent vu des auteurs faire, enfin, entre le proto, la première édition,
puis ensuite un portage dans une autre édition à l'étranger, qui se sont laissés par exemple l'opportunité avec l'éditeur principal et l'auteur de demander en fait si c'était possible d'arranger par exemple un côté qu'ils n'ont pas trop aimé. Moi j'ai souvent vu ça, l'éditeur principal a demandé à l'auteur a dit oui, il n'y a pas de problème, laissez-leur faire ça si vous voulez dans le jeu, ça ne modifiera pas en fait mon œuvre. Vous pouvez avoir des sensations différentes de jeu selon la version avec laquelle vous allez jouer et donc expérimenter une œuvre ludique. Et donc ça rentre dans ça, hein, ça rentre dans le coup pérennité de matériel, avec aussi le système d'édition. Et je trouve que un éditeur qui foire, je sais pas, il fait des cartes trop légères, trop fines, ou je sais pas, il y a un plateau qui est mal designé, un truc qui est mal pensé, ce qui fait qu'on peut pas mettre par exemple un certain nombre de matériel sur le plateau, ce qui fait qu'en fait, ensuite pour l'organisation de la table, selon chez tout le monde, on n'est pas tous dotés d'une table immense de 12 personnes, quoi. Donc automatiquement, vous voyez, il y a plein de trucs qui, quand ils sont pas bien réfléchis, on a des fois l'impression que, pour les auteurs, ça va être là chez quelqu'un, on s'en fiche en fait si le produit va disparaître. Et puis de toute façon, on peut faire un produit qui est l'arrache comme ça, puisque ce sera au client ensuite d'avoir une table de 7 à 10 personnes. Comme si tout le monde chez lui avait l'opportunité d'avoir une table gigantesque. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que les gens qui sont riches ou qui ont des espèces de salles complètement familiales là, qui peuvent avoir des trucs comme ça. Donc là, il manque quand même j'ai pas la prétention de dire que je réfléchis mieux que les auteurs, entendez-moi bien, hein, mais je pense qu'il manque une certaine recherche de la clientèle et de l'évolution en fait de cette passion chez la clientèle depuis l'éditeur. Il devrait mettre des formulaires en ligne, essayer de dire je sais pas, vous avez acheté déjà un de mes jeux, oui, pourquoi, lesquels, et quels vous plaisent, vous êtes quoi comme homme, femme, vous avez à peu près quel âge, vous vivez dans quoi, est-ce que vous avez chez vous énormément de place pour les jeux de société, pas énormément, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous plaît, enfin, il manque une enquête régulière, je pense, hein, au niveau des éditeurs. Souvent ils communiquent, mais c'est unidirectionnel, c'est-à-dire ils disent oui, on a vu que sur les réseaux sociaux vous disiez que, puis après ils évoluent et eux font leur pub comme ça. Je pense notamment à Liello qui a une chaîne YouTube qui présente les nouveautés, qui essaie de faire des parties commentées, des trucs comme ça, c'est très bien, mais le problème c'est que on a l'impression que ça va que dans un sens. Essayez d'écouter aussi les retours joueurs et ce qu'ils auraient aimé aussi. Voilà, donc ça c'était là le 9e point pour moi, coût, pérennité de matériel. Le 8e, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, je salue Wawa Solo, c'est une nouvelle petite chaîne de jeux de société. Je la connais pas beaucoup, mais j'ai vu qu'il avait fait 10 trucs que j'aime dans les jeux de société, 10 trucs que j'aime pas. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je vais regarder sa chaîne. Mais d'abord, ça faisait longtemps que ça, c'était dans ma tête. Il fallait que je fasse une vidéo, donc je le salue ici s'il voit cette vidéo. Je me suis pas vraiment inspiré de sa vidéo. J'ai pas regardé, en fait. Je sais pas s'il y a des points qu'on va partager, lui ce qu'il aime pas, moi ce que j'aime pas. En tout cas, je le salue parce qu'il m'a inspiré et j'irai m'abonner à sa chaîne aussi. Il faut que je regarde sa vidéo ensuite. Peut-être qu'on aura des trucs complètement opposés qui n'ont rien à voir, hein. Mais j'ai trouvé que c'était un sujet sympa. Alors, 8e point, nombre de joueurs, ah ouais, c'est ça, alors le nombre de joueurs pas étudiés concernant les mentions sur la boîte, certains éditeurs prétendent un jeu solo possible, ou de tel nombre à tel nombre, alors que le jeu n'a pas été réellement pensé pour le bon nombre précis. Qu'est-ce que j'ai marqué? Il vaut mieux, par exemple, la Familia, hein, qui avait remporté l'As d'Or en 2025, je crois. La Familia, de souvenir, alors moi je l'ai pas pris parce que je suis un soloiste, et ces jeux ne se jouent que à 4. Il y a eu une extension qui permet de jouer à 2 ou à 3, mais bon, c'est un automate de base, mais apparemment, la vraie sensation, c'est parce que c'est complètement asymétrique, c'est que chacun doit prendre un clan, et c'est du 4, mais que 4, voilà. Donc j'ai pas eu de retour sur ce que valait l'extension de 3 joueurs, parce que de toute façon, moi, tant qu'il n'y a pas une extension solo, je m'intéresserai pas au jeu, donc ça sert à rien. Une bonne partie des jeux coop sont jouables en solo, ça c'était juste une petite mention pour moi. Alors, ce que j'entendais par là, c'est que, pour prendre l'exemple, alors je l'ai pas descendu, mais c'est Red Rising. Je l'ai pas sorti depuis longtemps d'ailleurs. Alors Red Rising, c'est typiquement le jeu pour moi qui est bien en solo d'ailleurs, qui est pas mal en solo. On va dire qu'il est dans les standards de ce qu'on fait en solo pour être quelque chose de jouable et d'intéressant. Sans être non plus oufissime, mais je pense qu'il est surtout bien à 2 et 3.
surtout bien à 2, je pense. Parce qu'à 3, il peut y avoir un côté, vous savez... alors, je vais pas aller très loin, hein, parce que j'ai pas fait non plus 30 000 parties, mais il y a un côté un peu... Vous avez le troisième qui regarde ce que les deux autres sont en train de se battre pour un truc, un type de perso, un type de couleur, et lui, il va venir, en fait, derrière, essayer de pulvériser les plans, ce qui veut dire que ça va impacter, je dirais, le tempo d'un joueur plus que d'un autre. Je suis pas trop fan de ça. Je pense que Red Rising, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un jeu 1 ou 2 joueurs. 2 joueurs, je pense, le plus souvent. Et justement, le problème, c'est que là, un jour, j'avais communié, en fait, avec 6 de mes amis, on était 7, je crois que c'était pour un deuil. Hein. Et je voulais qu'on se voit ensemble, et puis je voulais qu'on fasse une petite soirée jeu pour se détendre. Enfin, franchement, j'ai passé, je pense, une de mes pires soirées. C'est dommage, parce que le moment était marrant, mais j'avais l'impression, comme il y avait très peu de joueurs, des gens comme moi, quoi, qui jouent, en fait, à chaque tour, j'étais en train de réexpliquer. Et donc là, j'ai le droit de faire quoi? Bah, je te dis, depuis tout à l'heure, soit tu fais cette action, soit celle-là. Ou alors, il y a celle-ci aussi que tu peux faire. Ah bon? Et ça... Alors, on finissait, pendant ce temps-là, il y avait des groupes de paroles qui commençaient à naître, c'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas ce qui se passait. Et comme c'est pas un jeu où on peut... Comme un petit peu Paper Tales, où on peut tous jouer en même temps, où on doit tous jouer en même temps, là, c'est chaque tour... Chacun fait son tour, c'était d'une longueur, et du coup on passait au joueur d'après, qui lui aussi n'était pas fan de jeux de société, bien entendu, et donc il redemandait ce qu'il a le droit de faire, enfin bon bref, j'avais l'impression que je pissais dans un violon, c'était insupportable, et donc là, pourtant, sur ce jeu, il y a bien marqué de 1 à 7 joueurs. Quelle erreur! Quelle erreur! Il y a des joueurs, il y a des jeux comme... oui, c'est Paper Tales, oui c'est ça je crois, qui sont jouables, à beaucoup, sans que ça dérange, comme cet exceptionnel jeu dont je viens de vous parler. Il y en a d'autres, c'est une catastrophe, quoi. Donc, pour des arguments commerciaux, je pense que c'est très mal se comporter envers les clients et les joueurs, de dire, bon, bah, mon jeu, il est jouable de 1 à 4. Bah ouais, mais mec, ton mode solo, il est pourri, en fait. Tu n'aurais pas dû sortir ton mode solo. Ça se voit que c'est vraiment été compilé en mode loose day à la fin, en mode, tiens, vas-y, tu peux t'amuser avec le jeu tout seul. C'est pas honnête. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'ai un peu été déçu sur Ascension Tactics, même s'il y a un petit peu de matos quand même pour le solo. Faut pas non plus abuser, mais voilà, il y a des jeux, je pense qu'il faut mieux les laisser pour du multi, quoi. Donc, et ça peut être pareil aussi pour des jeux qui nécessitent, par exemple, d'être 3 ou 4. Le minimum, enfin, j'ai un jeu que je joue très rarement, puisque je joue qu'en solo, c'est Cryptid, qui doit être joué de 3 à 5. Bah au moins, voilà, ils ont pas trahi le truc. J'ai bien aimé ce jeu, j'ai fini par le prendre dans ma collecte, même si je ne supporte pas ça. Normalement, je prends des jeux qui sont minimum jouables en solo, minimum. Sinon, je les prends pas. Mais là, en fait, le jeu était tellement intéressant, et j'en avais pas un jeu comme ça, un peu d'enquête. Donc j'ai préféré quand même le choper. Mais il ne ment pas. Je sais que je peux pas compter sur lui quand j'ai envie de me faire une partie seule, ou même d'être à 2. Ça n'est pas possible. Du coup, c'est pas grave, il reste rangé, mais le jour où, bah, par exemple, on arrive à être 3, bah bingo, quoi. C'est parti pour un Cryptid. Et on y trouve une saveur supplémentaire, finalement, d'avoir été privé pendant autant de temps d'être seul, et à un moment donné, de pouvoir sortir des boîtes comme ça. Donc le nombre de joueurs pas étudié, ça, je trouve que c'est pas bien. Pareil, j'ai pensé en fait à faire dans ce top un truc, ouais, il n'y a pas assez de solo, alors que c'est de plus en plus demandé justement. Mais justement, je pense que ce n'est pas un argument, et je ne mettrai pas ça dans mon top de choses qui me font chier, parce que en fait, c'est pas parce qu'on sort un jeu de société, qu'on édite un jeu de société, qu'un auteur pense un jeu qui doit absolument être jouable en solo. Je pense que ça, c'est un bonus, c'est un univers spécifique qui se décante depuis 2015 à peu près, qui nécessite, bon, un peu avant, hein, je pense, Death Angel, il y a quand même pas mal de petits jeux dans les années 2000 qui proposaient des modes solo, mais là, la grosse hype, ça a commencé à partir de 2009, 2010, 2012, et je pense qu'il faut laisser les auteurs penser les solos pour qu'il reste du solo, comme par exemple Iron Helm ou des super trucs comme ça. Ça sert à rien de... Moi j'ai essayé de penser Star Wars CCG en solo. En fait, c'est juste parce que j'ai envie de manipuler mes cartes et de les voir, parce que j'ai tellement jamais de personnes qui veulent jouer avec moi à ce jeu-là, coucou Guéric, que c'est juste frustrant et vous avez envie de les sortir, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je pense que chaque joueur, chaque jeu doit être dans un univers parfait pour un collectionneur comme moi de jeux de société.
et avec une vraie maison, c'est-à-dire pas une micro-maison de Lilliputien de 39 mètres carrés, j'aurais, je pense, une pièce dédiée avec une armoire spécifique pour les jeux multi, tout le reste de ma collègue, bien entendu, que je peux jouer en solo, mais il y a une armoire que j'irai voir que quand je reçois des gens et qu'ils sont OK pour jouer. Et je pourrais me dire, bah tiens, lui il est taquin, je pourrais bien proposer ça ou ça. Bon, heureusement, je fais assez de recherches et j'ai une veille permanente ludique qui me permet quand même d'opter pour un achat ou une récupération d'un jeu particulier qui sera toujours aussi bien à seul qu'à plusieurs. Je pense au Pfister par exemple. Moi, à seul, c'est très bien. C'est très difficile d'ailleurs. Généralement, c'est une machine à points finalement que vous essayez de battre. Et vous n'avez pas grand chose finalement pour pouvoir la manipuler. Tout ce qui est Dune Imperium aussi, etc. C'est pas que c'est caduque, c'est que il manque l'intelligence d'un joueur avec ce qu'il va falloir faire derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout n'est pas à être en solo. Je pense que c'est ça, j'y suis revenu, ça fait des années que je dis, ouais, c'est dommage, tous les jeux doivent maintenant sortir en solo, avec un mode solo, mais non, ça n'a pas de sens. Ça se voit d'ailleurs de plus en plus où j'ai fait des erreurs d'achat. Je me dis, ah ouais, c'est ça le mode solo? Bah franchement, j'aurais dû passer à côté. Hein. Voilà. Donc, attention, si vous n'avez pas trop étudié un jeu, et j'ai remarqué que même les vendeurs, il y a tellement de jeux qui sortent, ils peuvent pas s'entretenir eux-mêmes avec leur propre veille ludique, à savoir si vraiment ça vaut le coup pour des soloistes ou pas, même s'ils s'y mettent. Je pense que le mieux, c'est de regarder BGG. Posez la question sur BGG, il y a toujours quelqu'un, vous créez un topic, hein, s'il n'est pas fait, vous allez dans BGG, vous posez la question en anglais, qu'est-ce qui vaut en solo? Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, sachant que pour moi 10 c'est tel jeu, vous mettez votre jeu préféré en solo, ou vos 2-3 jeux préférés, et 1 c'est tel jeu en solo, et je trouve qu'il n'y a pas du tout de corps, vous me le mettriez à combien en fait? Et ils vont vous aider, ils vont vous dire, ah bah pour moi celui-là il vaut 5, l'autre il vaut 7, machin, et vous verrez si vous avez besoin de l'acheter ou pas. Et c'est pareil aussi sur le mode 2, 3 ou 4 joueurs. La plupart du temps, les jeux sont jouables soit pur 2 joueurs, soit de 2 à 4 joueurs. La plupart du temps, on va dire 75% du temps, c'est ça. Donc voilà, c'était mon flop 8, on va dire. Ensuite, mon flop 7, ou mon top 7, ça dépend comment on appelle ça. Alors, l'utilisation des licences comme argument de vente, donc tout ce qui va être Game of Thrones, Disney, ce que vous voulez, Buffy, n'importe quoi, Marvel, Star Wars, bien entendu, on le présente plus. Ça, en fait, ça finit par me saouler parce que... en fait, le problème, c'est l'achat de la licence. Ils ont récupéré un truc et fondamentalement, ils vont pas tomber sur... alors, soit ils tombent sur l'auteur à succès, ils ont de la chance parce que l'auteur va réussir à rendre le truc séduisant, vous allez retrouver un petit peu de sa patte qui provient d'un autre de ses jeux. Des fois, ça peut juste être un revamp d'une ancienne licence vers une nouvelle. Mais je trouve que c'est pas pertinent. Il y a beaucoup de jeux qui sont pas pertinents et qu'en fait, on aurait décoré avec autre chose. Ça aurait suffi. Donc c'est pour ça que moi, depuis des années, maintenant, je me dis, ça m'intéresse comme univers, mais attention, j'en ai déjà beaucoup des jeux dans cet univers. Est-ce que ça sert vraiment à ce que je m'y remette encore dedans? Qu'est-ce que vous voulez, hein. Et paradoxalement, il y avait quand même des gens que je connais qui me disent, ah bah moi de toute façon c'est simple, si c'est cet univers-là, je veux pas y jouer. Pourquoi, pour qu'est-ce? On n'en sait rien. Quand je lui pose la question, ah bah c'est parce que j'aime pas l'œuvre de base, ou c'est... Donc en fait c'est à double tranchant à chaque fois aussi pour une table de joueurs, les jeux qui sont trop polarisants sur une licence particulière. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être complexe à créer un groupe de joueurs autour d'un univers, parce qu'il y aura toujours les boudeurs, il y aura toujours... ah bah oui, mais dans tel autre jeu de la même licence, c'est quand même mieux fait, enfin bon, voilà. Et moi je le vois en ce moment, hein, je teste des jeux, et il y a des jeux, notamment avec mon groupe de joueurs, le seul groupe de joueurs que j'ai, que je salue ici, hein, Manu, Anne, Guillaume et Pitoche, on fait un Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. C'est épuisant hein, comme jeu. Hein. Alors déjà, c'est pas très beau. À part les figurines qui sont bien, les plateaux sont ternes, mais alors ternes d'une ternitude. Et puis, c'est même pas que c'est punitif, c'est que vous avez l'impression de réussir un test. Vous vous dites, ouais, j'ai réussi un test. Vous cliquez sur le truc et l'ordi qui vous dit, bah en fait, vous trouvez rien. Bon, sincèrement, autant faire un jeu de rôle. Hein. Au moins, il y aura un maître du jeu qui se dira, bon là, c'est bon, il y a assez de frustration, je vais leur donner un petit cadeau quand même. Parce que là, franchement, c'est éprouvant comme jeu, quoi. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, dites-moi en commentaire.
C'est FFG, voilà, c'est un jeu avec une application. Bref. Alors justement, on arrive à mon flop 5. Mon flop 6, pardon. L'utilisation d'applications. Et oui, vous voyez comme quoi on fait le lien. Hein. Et toute autre chose virtuelle ou informatique qui aurait pu être réalisée par exemple avec un paquet de cartes que vous retournez qui vous dit bah vous faites ça à ce moment-là, ou avec une table et puis un dé à lancer et puis qui vous dit bah voilà à ce tour-ci je sais pas l'ennemi fait tel truc voilà. Moi ça me fait sortir complètement de l'immersion du jeu. J'en ai marre. Alors là bon on parlait de ce truc avec tout le temps la musique qui passe à l'arrière. Alors c'est bien fait, hein, généralement vous avez la musique d'accompagnement, il y a d'autres jeux aussi comme Destinies, je crois, il y a plusieurs jeux qui utilisent ce système maintenant, il y a des grosses boîtes, la Descent ou Dungeon Master, je sais plus, où vous employez à utiliser une tablette, un ordinateur, n'importe quoi, un écran avec une souris, quoi, qui vous dites, bah moi je fais ça, qu'est-ce que me renvoie le jeu? Qu'est-ce que me renvoie en gros le maître du jeu, qui est l'ordinateur, quoi. Et puis en réalité, finalement, moi, ça a fini par me décevoir, mais alors d'une force. Euh, Moi, je suis quand même globalement sorti en fait de tout ça. Déjà que j'avais des a priori, mais vous avez les gens qui ont les yeux rivés en fait sur ce qui se passe à sur l'écran d'ordinateur. Moi, il y a un truc ouais, je sais pas, je fais partie des joueurs qui, alors soit vous me donnez un jeu vidéo, bon, je joue plus trop, hein, vous me donnez un bon petit, je sais pas, un bon petit Diddy Kong Racing, un bon petit Diablo, je sais pas, un Heroes of Might and Magic, et ça va être génial parce qu'en gros, bah, je suis concentré sur ce que je vois là-dessus, mais mon interface reste le clavier souris écran de PC. C'est l'interface. Vous avez une sorte de dimension parallèle que vous allez sur laquelle vos yeux et vos oreilles vont se poser. Et le but, c'est ça en fait. C'est d'être imprégné par ça. C'est l'informatique. Dans tout ce qu'il a de plus pratique, mais tout ce qu'il a de plus horrible aussi. Moi, j'ai quitté le monde du jeu vidéo parce que avec 13 ans de centre d'appel, sincèrement, je n'en peux plus, j'ai perdu des dixièmes là, des dixièmes là. Je ne veux plus d'écran, puis ça stresse, puis la lumière bleue, puis... En fait, il y a toujours cette espèce d'interaction malsaine avec... Puis ça peut bugger aussi. Enfin bon, il y a 1500 problèmes dans l'informatique, dans l'écran. Je ne supporte plus ça, en fait. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Et si maintenant, ça commence, vous avez vu depuis quelques années, à se pointer dans le monde du jeu de société, mais... c'est une maladie pour moi, quoi. Je vous assure que quasiment tout peut être, surtout ce que j'ai vu moi avec Voyage en Terre du Milieu ou Destiny, Descent, enfin tout ce que j'ai vu peut être géré. Je crois qu'il y a une application aussi pour la nouvelle édition là, de HeroQuest. Tout ce que j'ai vu pour l'instant peut être géré avec un paquet de cartes en réalité. Vous imaginez un paquet de cartes qui vous donne des entrées, vous retournez, ah bah tiens, voilà, il y a ça. Voilà. Si éventuellement il y a un décompte à avoir, notamment pour Voyage au Terre du Milieu avec le Seigneur des Anneaux, là, un décompte sur les points de vie, notamment des mobs, eh ben c'est très simple. Mais c'est simplissime. Il y a déjà 20 ans que Mage Knight avait déjà inventé ça chez WizKids. Je parle pas de Mage Knight, le board game, je parle de Mage Knight que vous achetiez dans des blisters, au hasard, un peu comme des jeux de cartes à collectionner. Vous ouvrez, vous aviez en fait des monstres dedans, des orques, des héros, des machins, des trésors. Il y avait à chaque fois une figurine rare et un trésor qui pouvait tomber unco, rare ou commun. Et alors, il y avait deux versions, soit la version où vous avez, voilà, vous mettez du flocage en herbe et vous vous battez avec des lignes de vue en mode escarmouche, kill team et compagnie, Mordheim, ce que vous voulez. Et ensuite, il y avait le dungeon, il y a eu la version donjon, où vous alliez pouvoir en fait être par case. Moi j'ai préféré celui-ci, c'était beaucoup plus simple, hein. Case par case, vous avancez, vous tirez. C'était pas mal, hein. Franchement, si j'avais eu un salaire ou du fric à l'époque, et pas juste de l'argent de poche, je pense que j'aurais, ou un RSA, je pense que j'aurais investi dans ce jeu. Bon, voilà, maintenant il y a le board game qui est suffisant, hein, mais qui est très bien, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, moi c'est un truc que je peux pas, moi, les applications. Je sais pas. En fait, ouais, j'avais pas fini ma phrase pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est que vous aviez des socles, les figurines avaient des socles, et il y avait un nombre de points de vie. Quand il arrivait sur les 3 têtes de mort, c'est que le monstre était mort, enfin votre héros, alors l'ennemi était mort. À chaque fois qu'il prenait un clic, vous le tournez en fait sous sa base, et vous voyez, il y avait un visuel au-dessus. C'est dommage que j'en ai pas là, je vous aurais montré. Je crois que j'en avais à un moment donné là. Attendez. Ça, c'est une figurine Mage Knight. Il y a un peu de poussière, bien entendu, ça fait longtemps, puis j'ai nulle part où les ranger.
Voilà, moi, bien entendu. Alors, c'était peint à la main. C'était peint à la main. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Alors, je sais pas où est-ce que vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est une sorte d'orque, hein. Peint à la main par, je sais pas, des petites chinoises ou des thaïlandaises à l'autre bout du monde. C'est pas ultra bien peint, mais c'est suffisant. Moi, je préférais jouer à ça qu'à Warhammer que j'avais lâché, parce que Warhammer, moi, je supporte pas peindre les figurines. Et donc, en dessous, là, alors, c'est quelle version, celle-là? C'est la première ou pas? Non, c'est pas la première. Ça, c'est la version avec une espèce de... Vous aviez une bague, vous tourniez comme ça. Et en gros, bon, là, par exemple... attendez. Vous voyez, là, il peut tirer à 8, il fait 2 dégâts. Sinon, il claque une attaque, il y a une défense en dessous. Alors, je sais pas si vous verrez. Et vous aviez, en fait, un indicateur ici, là. On voit pas bien, mon appareil, c'est de la merde. Vous aviez un indicateur ici. Et en fait, plus, en fait, le mob prenait de la vie en moins, plus vous tourniez en fait le truc. Donc là je peux pas le faire parce que j'ai plus la bague. Je préférais d'ailleurs les premières figurines, c'était beaucoup plus simple, vous tourniez comme ça. Et en fait, bah, à chaque fois, il pouvait baisser, ses capacités pouvaient baisser, etc. Donc ça a été fait depuis 20 ans déjà. Ça a été fait depuis 20 ans, à quoi ça vous sert de faire un truc avec, ah oui, alors attends, on reclique sur le mob, là il avait combien? Il avait 3 points de vie. Mais moi ça me saoule, ça, sincèrement, quoi. On a l'impression qu'on est arrivé dans un monde où maintenant, soit il faut tout remettre par virtuel, soit il faut annihiler en fait les efforts que les précédents avaient faits. J'ai l'impression qu'ils s'essuient les pieds en fait sur les efforts d'avant. Pourquoi? Je me pose la question. Pour une logique productiviste, pour une logique qui implique que bah, les figurines qu'ils ont mises là pour le Seigneur des Anneaux, du coup, elles coûtent pas trop cher, à vous de les peindre si vous avez envie, et ça coûterait trop cher de faire le système Mage Knight avec le pied qui tourne comme ça, avec des... Je sais pas, en fait, mais moi, c'est simple, hein, c'est une activité. Je sais pas, prenez le golf, par exemple, je prends les trucs qui me passent par la tête. Vous allez faire du golf, vous allez investir dans une carte de licence de golf, vous allez vous acheter un club, un putter, un fer 8, un bois neuf, ce que vous voulez, une paire de tis, vous allez en avoir, allez, un billet d'entrée pour 300 €. 70 € votre putter, 80 € votre fer 7, etc. Vous allez avoir un billet d'entrée. Mais il vaut mieux en fait avoir votre matériel et commencer à apprendre avec des bons trucs que je sais pas, aller juste louer ou vous faire prêter un club par quelqu'un. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est pareil, j'aurais dû prendre la musique. Je fais plus de musique que de sport dans ma vie. Vous avez une pelle, une guitare. Moi, j'ai fait l'erreur de commencer sur une Stag, guitare électrique pourrie, à 100 balles, tout qui se désaccorde, des mécaniques de merde, etc. Non, tu dépenses, allez, 500 balles si tu y arrives, mais t'attends et t'as une belle Schecter, là, je sais pas, ou une belle Ibanez, une belle Jackson, et puis c'est bon, tu commences à apprendre correctement, et puis t'es pas dérouté parce que tes cordes se désaccordent tout le temps. Bah là, dans le jeu de société, c'est pareil. Donnez-moi un produit, je veux payer plus cher, mais je veux qu'on me laisse tranquille avec les histoires de développement informatique et l'application. Bon voilà, après ça c'était mon coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez envie. Ensuite, le flop 5, on arrive, là ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle, j'espère aller sous moins d'une heure. Coût de matériel, notamment les financements participatifs justifiés par les stretch goals, et le kilo plastique. Ça n'est en rien utile et n'ajoute que peu de choses à l'immersion. Après, il y a toujours l'éternel débat, immersion, simplicité. Donc moi, je défendrai bec et ongle mon côté jeu brun, jeu à l'allemande Eurogame, que je préfère 1000 fois. Je trouve que ça s'installe plus vite qu'un truc avec 1500 milliards de boîtes. Chez mon pote Tosh, on avait fait un jeu sympa qui était Ankh. Donc moi, je l'ai, mais en version japonaise. Là, j'ai Rising Sun qui est bien aussi. Alors moi, j'ai juste la boîte de base Rising Sun avec 2 petites extensions. La troisième est introuvable. On en reviendra pour les flops d'après hein, sur ce point-là. Mais lui, il avait acheté, en fait, vous voyez, l'intégrale de Ankh, quand il y avait le pledge. C'est-à-dire qu'il a tout. L'extension Pharaon, l'extension avec les autres mobs élites, toutes les figurines vous savez, en 3D, avec les pyramides 3D, les machins, l'intégralité de ce qui existe, le coffre au trésor, un machin, enfin, il a tout de Ankh. Et alors, je crois qu'il a peut-être pas le playmat, on n'avait pas joué avec le playmat. Est-ce qu'il y a eu un playmat? Je sais pas. Mais en tout cas, le billet d'entrée, c'était du genre 600 balles, quoi. Enfin, c'était un pledge de malade mental. Même dans sa pièce dédiée aux jeux de société, on n'a même pas eu la possibilité d'être tranquille parce qu'on se demandait, attends, quel carton appartient à quelle boîte, dans quoi on range... Parce qu'on a installé, on n'a pas fait une partie avec autre chose, je crois que peut-être 1 ou 2 extensions, il voulait vraiment nous faire découvrir le jeu de base sans avoir trop d'extensions, mais c'était ouf!
C'était ouf le nombre de couvercles qu'il y avait d'ouverts sur une table parallèle. On ne savait plus où donner de la tête. Là, quand il nous a dit, bon les gars, on a bien fini la partie, laissez tomber, je rangerai demain. Heureusement, il avait voilà, une pièce spécifique pour ça. Et je me dis, mais... moi, sincèrement, hein, tu me fais jouer au même jeu, mais sans les figurines 3D de Pyramide, qui étaient magnifiques, hein, mais tu me fais jouer au même jeu, j'ai pigé le jeu, et ça me donne toujours envie de retenter le jeu. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand vous faites un financement participatif, ou quand vous achetez une extension en magasin un peu pimpage, vous voyez, pour décorer un peu mieux votre jeu, le rendre un peu plus séduisant, machin, etc. Déjà, j'aime pas ce côté-là, en fait. L'expérience de jeu, elle devrait être offerte à tout le monde pour le même niveau d'implication. Et si quelque chose mérite d'être pris en option, c'est-à-dire que si vous considérez que ce truc-là est une option, c'est que par défaut, ça ne doit pas faire partie du jeu. Du coup, à mon avis, l'auteur devrait s'opposer à ce que l'éditeur sorte ce truc-là. Après, j'entends déjà, hein, vous venez avec des gros sabots, là, et puis des grands haut-parleurs en me disant « Ouais, mais Cad, c'est pas normal, parce que tu vois, il y a des gens qui ils vont jouer tranquillement sur le plateau de jeu, d'autres qui préféreront le toucher, on va dire, d'un playmat. » Et ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les auteurs ne sortiraient pas directement le jeu avec le playmat, hein? Une bonne question, ça. Comme ça, les premiers n'ont pas quelque chose d'autre à acheter, et deux, comme ça, tout le monde est à la même enseigne et tout le monde a la même qualité de plateau. Vous voyez où je veux en venir? Je pense que on se fait tous berner. On aime tous le matériel. Quand on est joueur de jeux de société, c'est qu'on aime le matériel. Mais je pense qu'on se fait berner par les éditeurs. Je pense qu'ils sont peut-être tirés à U et à Dia pour essayer de se dire on a une logique de productivité, on a une logique de pérennité. On a vu des boîtes fermées, hein. On a vu, je sais pas moi, Pearl Games, là il y a Monolith, là il y a quoi d'autre, Mythic Game, je crois qu'en ce moment il y a tout Zombicide qui est en train d'être racheté par Asmodée parce que Cool Mini or Not est en train de mettre la clé sous la porte. J'ai entendu ça de loin, j'ai pas trop suivi ce que mon pote Mousse a dit récemment de la chaîne Je Découvre. Mais vous voyez, en fait, je pense que les éditeurs ont oublié de cibler les personnes à qui ils vendaient leurs jeux. Ils sortent des produits, et ensuite, alors soit il n'y en a pas assez, je pense à Rising Sun, moi j'aimerais bien avoir l'extension 6ème joueur là, avec le clan du renard et tout, j'aimerais bien avoir les stretch goals que je n'ai pas eu, parce que j'ai pas fait, moi je l'ai eu juste sur une réédition, mais au début, si vous aviez la possibilité de pledger ça, vous aviez carrément les figurines, enfin comment on appelle ça là, les trucs qui donnent en carton, vous les aviez en bakélite, etc. Donc c'est carrément plus pérenne. Pourquoi est-ce que ce matériel n'est pas sorti pour tout le monde, quoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir ça en stretch goal? Vous voyez, donc ça se mélange avec le premier truc que je disais. Vous avez des trucs pour moi qui ne devraient pas être des stretch goals, qui devraient être dans la boîte de base, et vous avez sinon une palanquée de trucs. Là, par exemple, Heroes 3, que j'aime énormément, le jeu de plateau, hein. Heroes 3, j'ai pas encore fini la moitié des campagnes, je n'ai jamais, absolument jamais joué avec les figurines. Pourquoi? Parce que j'ai pas de maison. Si j'avais une vraie maison, j'aurais comment on appelle ça, une armoire vitrée dédiée à Heroes, où je déposerais hors de la boîte toutes les figurines ici, et j'aurais une table, bien entendu, qui ferait 7 ou 8 personnes, et quand je jouerais, je sortirais immédiatement, non pas du fond de ma boîte, de mes thermoformages, mais directement de ma comment on appelle ça, de ma vitrine, les différentes créatures pour pouvoir y jouer. J'aurais une facilité en fait de rangement. Tiens, je le pose là, je me ferais pas chier à devoir mettre ça sur mon lit, sur mon truc pour sortir mon machin, sur ma table basse, puis ensuite j'y arrive plus, quoi. Je me demande comment les gens font pour avoir autant de jeux non Eurogame, c'est-à-dire tout ce qui va être Ameritrash, vous savez, blindé de grosses figurines. Comment ils font? Ou sinon, ça veut dire quoi? Ils habitent dans un 80 mètres carrés, dans un 100 mètres carrés, avec une pièce dédiée, en fait, c'est ça? Donc, vous voyez, bon, bref. Donc là, moi, le coût matériel, financement et les trucs à rajouter, plus le kilo plastique, je maintiens que ça n'ajoute rien. Sur le dernier jeu, là, 2025, Ascension Tactics, je m'étais amouraché, en fait, des figurines qu'ils ont fait, et j'ai compris que c'était aussi un truc de stretch goal qui était sorti il y a 2 ans en Amérique. Donc là, le portage Yellow en France ne comporte pas, bien entendu, ces figurines, sinon la boîte, elle coûterait pas 70 balles, mais 150 minimum. Et en fait, j'ai lu les discussions autour de BGG, autour de ça,
Il y a quelqu'un qui disait, bah moi je les ai, mais je ne joue que avec les standees. Pourquoi? Parce qu'il, comme moi, il ne peint pas les figurines. Du coup, il y a énormément de héros qui se ressemblent. Les socles qu'ils ont fait ne sont pas du tout... vous voyez, il y a pas une figure géométrique particulière qui vous fait penser que c'est votre héros et tout. Ce qui fait que finalement, bah, il dit, bah moi je préfère les standees, parce qu'on voit à quoi ils ressemblent, on a immédiatement la même photo que sur l'image de la carte, et bah ça se passe très bien comme ça. Et du coup, pour les revoir, si vous les avez pas peints, dans le bon coloris qui correspond à l'image qui est sur votre héros, voilà, il dit c'est la mer à boire, donc moi je préfère jouer avec les... Il y a vraiment... C'est un... Je sais pas si c'est vraiment un flop, le truc du coût du matériel, notamment les financements participatifs, mais pour moi c'est quelque chose de très dérangeant. On sent qu'on n'est pas tous légués à la même enseigne, on n'a pas tous la même expérience de jeu. Euh, Après, je suis en train de me poser la question. Moi j'ai une version de Zombicide. J'ai décidé de prendre celle de base, c'est le même jeu, hein. Pourquoi est-ce que je rachèterais la même chose en Marvel ou en Western, ou vous voyez ce que je veux dire? Bon, euh, les figurines, elles sont ce qu'elles sont. C'est souvent 2-3 figurines, 2-3 moules différents pour les zombies de base, par exemple. Il y a aussi 2 moules différents pour les boomers, enfin les gros. Je me dis, si c'était par exemple des socles avec des standees, ou mieux encore, juste des espèces de cubes. Un cube rouge pour les normaux, un cube vert pour les boomers. Est-ce que j'aurais la même sensation de jeu? Ça, c'est la grande question que je me pose. Mais du coup, comme j'ai jamais essayé, je peux pas le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faudrait que j'achète des... dans les boutiques, maintenant, ils vendent, vous savez, des petits cubes de couleurs différentes. Il faudrait que je m'amuse à aller en acheter. Ça vaut quoi? Ça vaut 20 centimes le cube. Je me fais, voilà, pour 20 balles, je récupère une cinquantaine, voilà, de cubes différents. Et puis, bah, j'essaye. Je remplace tous les zombies, je les joue plus. Et je mets ça à la place des zombies. Je sais pas, vous, mais moi je suis sûr que effectivement ça va dégrader légèrement, je dirais, l'immersion, mais très légèrement. Mais ce qui va me rester, moi, c'est ce jeu de bar, en fait, qui est cette espèce de tower defense un peu aventureux, qui est marrant. C'est ça qui est drôle dans le jeu. C'est pas le fait de voir des zombies peints ou pas peints, d'ailleurs, c'est pas la question. Donc, je pense que il y a trop de matos, quoi, généralement. Il y a 1000 fois trop de matos sur les jeux. 1000 fois trop de matos. Et surtout, quand c'est des choses dispensables. Là, je suis en train de jouer à Destin de la communauté, là, que j'aime bien, et j'aime beaucoup. C'est pas des standees, mais c'est des petites figurines en bois peintes qui représentent l'image de vos compagnons, et sinon, c'est juste des petits meeples de base qui représentent les armées. Point final. Il n'y a pas du matos supplémentaire. Donc on peut pas... Enfin, tout est utile, si vous voulez. Et c'est déjà limité au minimum, parce que la carte, elle est déjà grande, on pourrait pas faire un truc avec des figurines grosses comme sur du zombicide. Donc, je pense qu'il y a... bon, bien sûr, il faut tout pour faire un monde, hein. Il y a plein de types de jeux différents. Vous me direz, ouais, mais là, tu mélanges tes avis avec ce que t'aimes. Laisse-nous aimer, par exemple, les grosses bastons avec des vaisseaux super gros. Je vois les gens qui jouent à Armada, par exemple, à X-Wing avec des tables qui font 3 mètres carrés, des trucs de ouf. Écoutez, les gars, oui, si vous voulez, quoi. Et inscrivez-vous aussi au basket et puis au football. Comme ça, vous allez pouvoir courir dans votre jardin, quoi. Moi, si j'ai envie de jouer à un jeu de société, j'ai envie que ça tienne sur 80 cm, 1 mètre maximum sur une table. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ça c'est l'intelligence des éditeurs, hein. Bon, après... Allez, flop 4, on arrive bientôt dans le palmarès des derniers. Je vous ai dit que j'en avais 12 en tout, hein. Alors, je ne trouve jamais beaucoup de gens qui aiment précisément les jeux et les mêmes types de jeux que j'aime. Il y a tellement de jeux que tout le monde voilà, vient et a envie d'essayer son jeu du moment. Et donc il est a priori impossible de creuser un jeu pour longtemps. Ça, c'est vraiment un gros truc qui me désole. C'est un peu la bérésina, quoi. Et quand on a un groupe de joueurs cool, bah, du coup on aime bien jouer aux jeux auxquels on joue en ce moment. Mais c'est vrai que bah, derrière, chacun se dit, putain, j'ai ce jeu chez moi, mais j'aimerais trop y jouer avec eux, quoi. Et dès qu'on est plus de 2, même plus de 1, si on est 2 déjà, il faut que les deux ils soient contents de jouer à ce truc-là. Et puis il faut que je dirais que les agendas correspondent. Ensuite, si on est 3, bah, ça multiplie la difficulté pour que tout corresponde, et les agendas aient l'envie de jouer à tel jeu, et puis 4, puis 5 après. Vous voyez, donc ça devient infernal. Infernal. Voilà. Moi, je me demande quand est-ce que je ferai ma prochaine partie d'Orléans, par exemple. Je me le demande. Et c'est un jeu passionnant. Je me demande quand est-ce que je ferai ma prochaine partie de Space Corp, de Mage Knight. Je me le demande toujours. Peut-être jamais. Si ça se trouve, là, je vais traverser demain.
avec mon chien, ma rue, je vais me faire faucher, j'aurais jamais rejoué à Mage Knight de ma vie, de l'existence entière, quoi, potentiellement. Parce qu'on sait pas ce qui se passe après, bien sûr. Allez, on va passer, donc là, j'ai pas besoin de détailler trop le point 4, hein, c'est juste, pour moi, c'est une évidence, ça me fait chier dans les jeux de société, c'est des actions, enfin c'est une passion, mais plus qu'une passion, c'est un centre d'intérêt. Vous passez votre vie, en fait, moi, je me lève, je bouffe, je me couche, je bouffe, je mange, je cague, je me lave, en pensant aux jeux de société. Ah tiens, quand est-ce que je ferai un Dark Souls? Il faut que j'essaye ce boss-là aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de temps sur Terre pour tout ça. Voilà. C'est triste. Hein. Et si j'avais que 10 jeux de société chez moi, ou même 20, je serais encore triste, parce qu'il y en aura d'autres que j'aimerais essayer, que j'aurais toujours pas essayé. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Hein. Bah dites-moi si vous avez le même problème. Et c'est parce que vous avez du temps, mais que vous n'arrivez pas à trouver les gens avec qui le faire. C'est pour ça que moi je suis devenu aussi un soloiste. C'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu un soloiste. Et puis parce que des fois vous n'avez pas besoin d'un autre être humain pour que le jeu il vous en mette plein la gueule tout seul surtout. Donc bah, n'hésitez pas à écrire en commentaire hein, si vous avez une localisation, si on pourra se croiser un jour pour se faire des parties. Si vous aussi vous cherchez des joueurs. Ensuite, alors moi, faut pas qu'on me parle de compète, par contre. Hein. J'ai quitté mes clubs sportifs, notamment pour ça, parce que, hey, compète, hey, tu t'inscris pour l'équipe de match, hey, les compètes, quand est-ce que... Et dimanche matin, à 7h du mat, est-ce que tu vas... Laissez-moi tranquille avec la compétition, je n'aime pas ça, quoi. Donc, voilà. Ça fait partie des flops aussi, mais je m'en fous, parce que quand je vais chercher des joueurs, généralement, je sais qu'eux, ils vont pas chercher la gagne, forcément, quoi. Enfin, ils vont la chercher, normal, on a gagné dans un jeu, mais, je veux dire, ils vont pas se mettre la rate au courbouillon pour essayer de... Voilà... On n'est pas, vous savez, comme les speedrunners là dans les jeux vidéo et tout quoi. Allez, on passe au troisième. Alors je sais pas comment j'ai fait ça. 3-2-1, après j'ai mis 11-12 à la fin, bon bref. Top flop 3, ouais, alors les boîtes trop grandes pour le contenu, ou au contraire trop petites pour y rentrer tout le matériel, notamment les cartes sleevées, pourtant c'est simple à étudier, alors ça, je pense que ça c'est connu. Alors là j'avais sorti le cryptide Légendes urbaines, en fait... vous avez parce que vraiment c'est un jeu, voilà, il y avait ça pour l'exemple déjà des sleeves impossibles à retrouver, alors ça ouais c'est aussi un truc, je passe le mot à tous les éditeurs, arrêtez en fait, avec les formats, alors je veux pas faire mon Rofelos hein, de merde là, qui était c'est pas du standard donc c'est de la merde, bah oui mais espèce de pauvre con en fait, de la lune, si le jeu a besoin d'être plus petit parce qu'il y a plein de matos, bien entendu qu'on va faire des cartes plus petites, espèce de gros con. Donc là en l'occurrence, vous vous dites, bah, ils avaient la place en fait de faire du square avec une boîte pareille, c'est-à-dire je vous montre, hein. Regardez, pas non plus BZF hein, comme on dit chez nous. Voilà, donc là, il y a de la place encore, hein, littéralement. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le nécessaire pour faire des petits trucs comme ça, alors qu'en les grossissant légèrement, vous auriez pu tomber sur du 7,50 je crois, ou du 7 cm en square chez Arcane Tin Man. Parce que là, même chez Swan Panacea, même chez Saphir, j'en ai pas trouvé. Donc après, vous avez le matériel, vous savez que vous pouvez pimper, donc vous prenez une médium et vous la... parce que c'est ça hein, qui va se passer. Hein. Là, je viens de regarder. Vous voyez, j'ai même pas pensé, mais je viens de le tester. Vous prenez une médium et vous la coupez. J'avais fait ça pour un autre jeu, je sais plus pour lequel c'était. Parce que en fait, vous slivez ça en médium et vous coupez la sleeve en haut. Et c'est jamais très droit, c'est ça qui fait chier, vous voyez. Donc là, il faut vraiment essayer de penser aux gens, s'il vous plaît. Vous avez voilà, plusieurs formats qui peuvent être quand même globalement cohérents. Arrêtez de faire des trucs inslivables, s'il vous plaît, quoi, par pitié. Et pour le coup, des trucs qui vous avez besoin en fait de ranger des choses dans d'autres boîtes. Alors là, moi, les exemples pleuvent, quoi. Moi, je sais plus où foutre mon matos. Donc là, par exemple, vous avez un jeu sympa qui est chez Hasbro, parce qu'il y a des trucs sympas chez Hasbro. Fabriqué en Belgique, il s'agit du Monopoly Deal. Donc ça, c'était c'est des jeux que vous trouvez en grande surface, hein, en plus. Hein. C'est pas tout le temps que vous les trouvez. Là, maintenant, ils ont mis ça dans une autre boîte, je crois que c'est de la ferraille, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous ouvrez votre jeu, et ensuite, vous slivez votre jeu, d'accord ? Vous avez un petit feuillet de... Voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on m'explique comment, dans ça, d'accord ? Parce que moi, j'ai envie que mon jeu il soit pérenne. On remonte au point numéro 10 ou 12, je sais plus, enfin, le début, là. Vous m'expliquez comment, dans ça, je peux ranger ça. D'accord ? Les éditeurs, là, Hasbro, Yellow, je sais plus qui, n'importe qui. Comment on fait pour ranger ça
D'accord, il y a 100 cartes là, donc d'accord, sleevée, elle gagne, en fait ça fait x2, voire x3 en réalité. Comment je fais pour ranger ça là-dedans? Bah la vérité c'est que je peux pas. Donc, bah je vais chez Lidl, je prends de la tisane de merde là, Lord Nelson là, d'accord, et puis je mets ça là-dedans en réalité. Je mets ça là-dedans, et puis ça me fait bah, fois le double. Alors après, peut-être que chez Hasbro, ils pensent, ah bah c'est des gens, ils vont acheter ça pour les vacances, ils dégagent ça, ils jouent qu'avec leur carte, et ça, ils le jettent à la poubelle, mais on n'est pas comme ça, nous, les joueurs de jeux de société. Nous, on aime bien avoir nos jeux rangés, en fait. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui aime la littérature, bon, bah ton livre, au pire, tu vas faire un bivouac, là, 2 jours en montagne, tu vas lire le prochain chapitre, mais il n'y a pas assez de place dans ton sac à dos. Bah allez, on va dire que tu vas découper les 10 prochaines pages de ton chapitre, comme ça tu les liras là-haut, là, dans la montagne. Et vous prenez les gens pour qui, quoi. Donc voilà, il y a ça. Puis vous avez un autre exemple, là, tiens, voilà, j'avais sorti ça. Alors ça, lui, par contre, il est connu comme exemple, hein. C'est Fantasy Realms, là, j'avais la boîte de 2021, ça, j'ai la 2e édition déjà. Là, il y a une 3e édition spécifique avec que j'ai pas acheté parce que 45 € pour un paquet de cartes. De 54 cartes, moi ça me plaît pas en fait de me faire piner la gueule comme ça. Où dedans vous avez alors c'est pas l'extension qu'ils ont mis dedans, c'est la définitive édition avec une famille supplémentaire de cartes. Et puis je sais plus ce qu'il y a dedans, enfin c'est le même jeu, hein. Il y a juste quelques cartes en plus. Voilà, voilà. D'accord, Slivé ça fait ça. Donc ça c'est Slivé avec du hard de chez Arcane Dungeon Dragon Shield, pardon. Vous avez vu toute la place que je perds chez moi, quoi. Ça, multiplié par 300 ou 400 jeux de société, hein, d'accord? Toute la place, tout ce vide intersidéral qui est... voilà. Alors, tout ça pourquoi? Pour avoir eu la super bonne idée de faire une grande règle comme ça, qu'on aurait pu diviser en deux, ou plier, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout pour ça, quoi. Alors ça, moi, c'est un truc, les cheats, alors ça, c'est pareil, c'est un coup de gueule. Arrêtez avec vos cheats, quoi. Ou au pire, vous balancez un Velleda avec un tableau Velleda dans votre jeu. Et sur votre tableau Velleda, il y a déjà d'incruster ces mentions-là. Comme ça, au moins, il y en a quelques-uns des jeux qui font ça. Hein. J'ai plus le nom en tête, mais il y a quelques jeux avec tableau Velleda. Je pense même pas à Explorer, le write and roll, là, enfin le flip and write plutôt où vous allez gommer ce que vous aviez fait en fin de partie, mais il y a des jeux à tableau Velleda. Mais pas besoin de faire des trucs grand format, parce qu'après ça implique quoi? Bah, que vous avez en fait un espèce de format A5 comme ça. C'est A5 ça? 2 fois 4, ça doit être ça. Vous avez un A5. Fait chier quoi. Voilà. Juste fait chier. C'est vide, c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Allez, on passe à la suivante, parce que je pense que ça vous l'auriez compris, hein, ça c'est déjà un truc classique. Une boîte trop grande pour le contenu, ou alors au contraire trop petite pour y stocker ce qu'on peut. Souvent vous avez même des boîtes, je pense à Room 25. Les dernières éditions, il y a carrément des trucs qui mettent, vous savez, sur les punchboards à dépuncher. C'est tellement gros en fait qu'ils les mettent à l'extérieur et en fait vous dites mais quand tout ça va être dépunché, est-ce que tout va rentrer dedans? Oui. Alors il y a certains autres jeux, c'est pas forcément sûr. Je pense à Nemesis, que ce soit le lockdown ou le normal. D'ailleurs 2025, courant 2025, j'ai pu mettre la main sur un Nemesis standard. Je voulais pas faire voilà, il y a des gens qui ont vendu ce Nemesis là, les 4 dernières années jusqu'à 300, 400, 500 balles sur internet. Alors qu'en plus il est moins bien que le Lockdown, je trouve. Le normal, hein, je vous parle de celui où vous êtes dans un vaisseau. Là. Mais là ils l'ont réédité, ils ont même baissé le prix. Au lieu de 160, c'est passé à 140 maintenant, bon bref. Donc voilà. Ça c'est. Vraiment, je pense que vous avez vu, depuis le début, je crois que c'est vraiment le système d'édition moi qui me déplaît. Ils travaillent pas assez sur la clientèle, je trouve, hein, chez les éditeurs. Allez, point numéro 2, le manque de qualité de localisation linguistique et autres erratum et erreurs d'édition. J'ai pensé à Heroes 3, Age of Galaxy que j'avais présenté sur cette chaîne, et plein d'autres en réalité. Il y a carrément, dans Age of Galaxy, une phrase entière de mise en place de l'automa, enfin du mode solo, qui n'y est pas. Elle n'est juste pas écrite. Vous dites, mais on joue comment en fait? Ah d'accord, il faut mettre toutes les améliorations déjà sur une fiche que vous dédiez à l'ennemi. Il a toutes les améliorations. D'accord, ok. Mais c'est pas marqué? Ils ont dû demander à Geoffrey CCH ou je sais pas quoi, sur PGG, il a répondu « Ouais, mais en fait, il faut marquer ça, regardez, la version anglaise, c'est marqué. » Ah, d'accord. Ah, ben Mazette, en fait. Donc si la version anglaise, c'est marqué... Après, c'est Pixie Game qui avait fait le jeu. Moi, je dois avoir la version française, mais faite par Geoffrey CCH, là, vous savez, Ice Peak Game, je crois que c'est ça. Bon, bref, il y en a tellement, en fait. Je suis en train de regarder un peu ce que j'ai.
Euh, Ouais, j'ai pas trop d'autres exemples comme ça, parce que j'ai pas préparé ma vidéo comme d'habitude, j'ai juste écrit... voilà. Donc les erreurs de localisation, ça, si je l'ai mis vers le haut, parce que là on arrive en fin de vidéo, là, je l'ai mis vers le haut parce que c'est le plus important. C'est vous avez des fois des expériences de jeu globalement en fait qui peuvent être perverties et pourries à cause justement d'une mauvaise localisation. Alors si ouais, pour Heroes 3, là, il faut qu'on en parle. Il y a un gars, j'ai oublié son nom, ça y est, ça fait quelques mois que j'ai pas joué à Heroes 3, Hermani Capella. Je sais pas si c'est un Estonien, je crois, ou un Finlandais. Ce mec, il est allé rapidement, dès qu'il a eu le jeu, on l'a tous eu en même temps, hein, et lui il l'avait eu un peu avant, je crois qu'il avait pledgé en anglais, parce qu'il n'existait pas en finnois. Du coup, il avait creusé le jeu, il avait éclairci le jeu en le réécrivant, en prenant en fait les versions du officiel, il avait demandé en fait les... Comment on appelle ça? Bon bref, il avait retravaillé la règle, si vous voulez, et il l'a partagé sur le Discord, où on parlait tous de ce jeu-là. Et tout le monde avait dit waouh, mais c'est clair, c'est limpide, c'est. Parce que tout le monde se posait les mêmes questions en gros. Ah oui, mais c'est vrai que ça a été écrit à la page 3, et ce qui avait marqué à la page 10, fallait que. En fait, 1, la mise en page était nulle. 2, il manquait des précisions. 3, les infos, elles n'étaient pas rangées au bon moment, au bon endroit. 4, ceux qui avaient la grosse boîte comme moi, ou alors qui avaient pris le all-in, ben en fait, vous avez dans d'autres fascicules des nouvelles tuiles qui indiquent de nouveaux lieux à visiter. Bah, au lieu de ça, bah, lui, il a tout compilé sur la même double page où vous aviez toutes les explications, alors que Archon n'avait pas pensé en fait à faire ça pour les gens, c'est-à-dire un fascicule spécifique pour les gens qui ont tout de base. Enfin, vous voyez, c'était pas bon. Et d'ailleurs, pendant l'année de développement, moi je me rappelle que j'avais fait partie des premiers, en tout cas en France, avec un gars qui s'appelait Alex, je crois, sur BGG, où on avait dit directement dans les forums dédiés donc à Heroes 3, et si vous voulez, nous on est gros fans de la licence du jeu vidéo, on est vraiment fans, mais fans de fans de fans, donnez-nous les trucs à traduire et montrez-nous comment vous voulez les traduire. Et tout de suite, ils nous ont pris de haut en disant « Ouais, non, les gars, vous en faites pas, on a un service traduction et un service localisation. On n'a pas besoin de vous, mais c'est très gentil, les amis. » Ben, patatras. Alors, c'est vrai que ça a été bien traduit. La localisation, ça allait encore. On a relevé, dans la version française, 3-4 coquilles, c'était pas gravissime. Mais par contre, au niveau de la clarté, c'est pas ça du tout. Parce que les gens que vous payez en fait pour faire ce travail de trad, ils s'en foutent. Eux, ils ont juste une licence en anglais, en allemand, en ce que vous voulez, en polonais. Eux, ils vont travailler sur comment on traduit ça. D'ailleurs, j'ai été assez surpris qu'au niveau de la loc française, il y a eu quand même un respect des noms initiaux de la version française telle qu'elle a été traduite par 3DO à l'époque, parce que c'était un jeu vidéo 3DO en 98. Il y a eu une cohérence par rapport à ça. Mais il y a eu 2-3 loupés. Et justement, pour éviter ces loupés-là, ils auraient pu poser la question à des fans qui ne leur font rien payer. On leur aurait donné les sources très rapidement, la preuve que c'est comme ça que s'appelle telle créature ou telle action, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, ils sont tellement fiers, ils ont tellement, je dirais, un processus, un procédé professionnel qui implique que les choses sont rangées de telle sorte que nous, on ne peut pas faire confiance à des gens, c'est comme ça, c'est pas autrement, que pour moi, il manquait de la cohérence. Donc ça, c'était vraiment très pénible. Bon, les exemples, ils pleuvent, hein, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous connaissez comme exemple de mauvaise traduction, de raté de traduction, surtout de raté de vérification de traduction, c'est-à-dire de localisation. Voilà. Et enfin, alors, il y a encore 3 points, j'ai mis le 1, mais ensuite on passe au 11-12, mais qui finalement, là, c'est comme si je vais vous lire le 3e, et ensuite le 2e et le 1er, on va dire, dans les trucs qui vont... Là, on va de pire en pire, hein, pour moi. J'essaie de monter comme ça en gradation. Donc là, on arrive au top 3 maintenant. L'univers des influenceurs du monde du jeu, ce qui était un milieu de passionnés et de gens cool, posés, connaisseurs, est devenu un repère de vendus, d'influenceuses, qui veulent juste faire des vues en présentant un nouveau produit... voilà, pour faire de l'appel à l'acheteur, hein, si vous voulez, voilà. Prétendant qu'il faut qu'on les écoute eux, ou qu'on regarde leur propre joli petit minois plutôt qu'un autre. En fait, ils le disent pas comme ça, ils vont rendre en fait une vidéo, notamment TikTok, une vidéo YouTube, un post Instagram très fun, très mimi, moi je pense, je vais pas dire les noms, à beaucoup de filles influenceuses du monde du jeu de société. Ouh là là, des spécialistes, des influenceuses. Ce sont des influenceuses. C'est-à-dire qu'elles vont se prendre en photo avec leur plus beau des sourires, très mignon, avec la boîte du jeu, comme ci, comme ça, je sais pas, sur la table, avec leur chat, avec leur machin. En fait, ce qu'elles essayent de faire, c'est de vous vendre leur image, en réalité. Elles ne vous vendent pas le jeu.
Elles s'en foutent du jeu en réalité. Alors bien entendu, après, elles vont vous faire une story Instagram ou Snapchat avec la soirée où on a trop rigolé avec un tel, et puis elles te met en fait l'Instagram de l'autre sur lequel tu peux aller t'abonner, etc. C'est insupportable. Insupportable. Putain, dans les années 95-2000, si j'avais su que ça allait virer à ça après, je vous assure que si ça se trouve, je serais même plus passionné de jeux de société. Enfin, franchement, ça doit rebuter certaines personnes aujourd'hui de se mettre à cet univers. Hein. Chacun veut faire voilà, la pub d'un jeu, le premier entre autres. Moi, c'est un truc que j'avais vu sur ma chaîne. Moi, j'ai voulu faire de l'expli partie sur ma chaîne. En mode posé, tiens, je découvre, je fais ma deuxième partie avec vous, regardez, on fait comme ça. Pour moi-même, avoir un... Je voulais faire en fait des vidéos un peu à la Yandrev, où j'ai pas sa patience, son montage et son côté synthétique. Moi, je suis plus un artiste, vous voyez, donc je pars dans tous les sens. Mais c'est vrai que oui, c'est très pratique, vous avez besoin de quelqu'un qui explique les règles, une mise en place et tout. Et moi, j'ai toujours été un amateur de Yandrev depuis le début, où il est apparu sur YouTube. Je me suis dit, je vais faire moi-même mon propre Yandrev, mon propre carnet de jeu. Comme ça, dès que j'ai besoin de retrouver en fait ma manière de faire, même si je fais des erreurs, je vois là où j'en ai fait d'ailleurs des erreurs, hop, et ça, grâce à vous, hein, ceux qui viennent commenter sur les vidéos, c'est très cool. Mais voilà, tout le monde veut essayer de choper son côté unique et premium d'une info, de la nouveauté. Moi, je vais vous donner un exemple, hein. Parce que ça marche pas tout le temps. Ma chaîne, moi, la mienne, elle est pas connue, vous voyez, j'ai 2000 abonnés et tout. Du coup, elle est mal référencée, parce que je fais des mauvais titres, des mauvaises vignettes, enfin, vous voyez, je décide de faire ça à ma sauce, je décide d'aller à l'encontre, en fait, du système YouTube. Du coup, je ne suis pas remercié, du coup, je suis pénalisé par ça, puisque comme je fonctionne pas comme YouTube veut fonctionner, je suis invisibilisé. J'avais fait au moins 2 fois des micro-games et un autre jeu, je crois que c'était Edge of Galaxy, que j'avais récupéré avant certains influenceurs et certains... youtubeurs jeux de société solo, parce que moi je fais surtout du solo, je les avais récupérés avant. Eux, je sais pas, ils étaient en vacances, ou ils ont tellement de trucs à faire, et on leur envoie même des copies presse gratuites, ils achètent même plus leur jeu, hein, qu'ils ont tellement de trucs à faire qu'ils étaient passés à côté de ce truc-là, et moi je me suis retrouvé en fait à être le premier en France, ou en tout cas en francophone, à avoir présenté ces jeux-là. J'ai fait au bout de 6 mois, j'ai dû arriver à du 1800 vues, presque 2000 vues, ce qui est énorme pour moi. Hein. Normalement je fais des vues surtout avec ma partie musicale, moi, sur ma chaîne. Et du coup, ces gens-là ont fini par avoir, les gens dont je vous parle ont fini par avoir ces jeux-là, donc bien entendu, c'est passé un petit peu à leur moulinette, et ils ont fait leurs vidéos. Ils les ont fait 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an après les miennes. En 7 jours, ils étaient déjà à 4000 vues. Et ils n'ont pas fait une meilleure partie que moi. Ils ont parlé des mêmes écueils, ils ont passé à peu près le même temps. C'est voilà, le grain de l'image, la notoriété de la chaîne, tout ça, ça y joue en fait, si vous voulez. Donc ça, c'est juste un exemple que je vais donner parce que c'est ma propre personne. Je peux pas parler des autres, mais j'imagine qu'il y en a 1000 comme moi en fait qui pourraient dire la même chose. Donc il y a un côté, m'as-tu vu aussi, je vais pas citer les chaînes, mais un format dynamique. Alors et puis aussi, oulala, putain, si je voulais dire tout ce que j'avais envie de dire. Mais en fait, globalement, c'est ça, c'est... vous regardez dans la description de la chaîne des gens qui font ça. Immédiatement, c'est me soutenir avec mon lien Ludium, ou c'est des boutiques de jeux, ou Philibert. C'est-à-dire qu'en gros, si vous aimez le jeu qu'ils ont présenté, en cliquant sur leur lien, vous arrivez en fait sur la page de votre compte sur ce site-là, si vous avez créé un compte, sinon vous en créez un. Vous achetez votre jeu avec les promotions qu'il peut y avoir du moment, ou pas. Et en fait, eux, là, l'influenceur ou le créateur de contenu vidéoludique, qui a fait ça, enfin ludique, va cumuler, on va dire, des points, globalement, en gros, de fidélité, qui vont réussir à lui donner, en fait, un bagage, qui vont lui permettre, lui, à acheter des trucs moins chers. Donc, en fait, vous allez non seulement l'aider en référençant sa vidéo, du coup, il va gagner de la pub, du coup, il va gagner de l'argent avec AdSense, mais en plus de ça, ces gens-là, en plus d'avoir la promotion qu'ils ont avec leur chaîne YouTube qui fonctionne, en plus que ça fonctionne, vous allez carrément les aider, en plus à avoir des jeux pour eux, à moins cher. En fait, c'est du gagnant-gagnant entre ceux qui fonctionnent, donc les grosses chaînes, et soit les magasins d'influence, soit les magasins d'influence, excusez-moi, les magasins qui ont pignon sur rue, Philibert notamment, pour ne citer que lui. Ça peut être Esprit Jeu, ça peut être Ludium, ça peut être plein d'autres trucs. Et donc vous faites fonctionner comme ça une espèce de système en vase clos, où seuls ceux qui ont le plus de matos
la plus belle chaîne, ceux qui fonctionnent le mieux, vont de toute façon, tu sais, le bas c'est l'argent qui va à l'argent en fait, quoi. Et vous n'allez aider que les gens qui sont dans ce système-là. Vous n'allez pas aider des jeux en solo, par exemple. Elle a fini par jeter l'éponge, la pauvre, elle. Elle achetait ses jeux, quoi. Très rarement, on lui en offrait, pour qu'elle présente des trucs, alors elle était d'une honnêteté sans pareil. Enfin bref, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de cet univers-là qui me débecte, mais à un plus haut point, donc je vais me taire un petit peu, vous irez chercher si vous voulez. Donc voilà, c'est un renvoi d'ascenseur permanent avec ces gens-là. Vous avez aussi tout ce qui est système de rivalité, vous avez les représentations, voilà, les arguments d'autorité classiques, quoi. Vous allez voir, je crois que c'est Bérénice qu'elle s'appelle, de Penelope Gaming. Vous allez voir un monde de jeu, là, avec le gars qui fait vous savez, les petits dessins, là, pour Le Monde, et pour Philibert, dont j'ai oublié son nom, ça y est, c'est pas grave. Pas besoin de me le donner en commentaire, parce que par curiosité, à la fin de cette vidéo, j'irai voir, de toute façon. Et puis vous avez... en fait, tous ces gens-là, en fait, ils vont parler du même jeu la même semaine. Voilà. Il y en a encore 10 autres comme ceux-là que je viens de vous dire. Hein. J'ai pas une dent forcément contre l'un ou l'autre, mais... Il y a un jeu qui va sortir, et vous allez avoir 10 versions, soi-disant, de la chronique de la personne sur le jeu. Il l'a essayé une fois, il joue en face de vous en live, Twitch, ou je sais pas quoi. Où ils vont bien entendu récolter aussi des lovés, vous allez faire des abonnements Twitch, des subs, vous allez leur donner des... Et en fait, quand vous regardez... Moi, je l'ai fait plusieurs fois, cette expérience-là, hein, de regarder des jeux qui m'intéressaient sur des chaînes comme ça, qui ont un peu pignon sur rue, et vous vous rendez à l'évidence à la fin, ils disent la même chose, en employant les mêmes mots, en montrant les mêmes points forts, en parlant des mêmes points faibles, et parfois même en se singeant leur manière de parler. D'ailleurs, c'est vraiment génial, hein, franchement, là, exceptionnel, quoi. Alors là, toutes ces vidéos sont très utiles. En fait, s'ils en auraient fait une seule, ça aurait suffi. Mais le problème, c'est que chacun veut essayer de tirer, en fait, un petit peu le trou de son gruyère, quoi. Donc ils sont obligés de venir là, voilà, comme des... J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur Horror Arkham, comment créer un set en 2025, le JCE, ce que j'ai appelé le vautourisme, hein, cette espèce de néologisme qui m'est sorti comme ça, le vautourisme des influenceurs, jeux de société, francophones en tout cas, mais j'ai vu aussi, je regarde quelques chaînes coréennes, ça commence aussi à se dégrader aussi de leur côté. En Italie, c'est Kif Kif Bourrico, enfin dès lors que vous avez en fait un nouveau pôle d'influence, vous allez avoir tous les mêmes travers qui vont ressortir. Du coup, celui-là, c'était quand même le top 3, là, c'est le podium, c'est le top 3 des trucs que je ne supporte plus. Je les regarde plus, moi, les chaînes de jeux de société, c'est fini, je me suis... À part éventuellement mon pote Mousse, parce que lui, il a toujours... il a pas... Et ça lui a valu des grosses emmerdes, hein. Je vais pas vous en parler sur cette chaîne, c'est Je Découvre, hein. Je vais pas le détailler là, parce qu'il me fait confiance, mais en disant ce qu'il pense, en essayant d'être franc et de pas, justement, ressembler à d'autres personnes, ça lui a pas servi, parce que soit maintenant des éditeurs lui renvoient plus de trucs, soit il y a carrément des gens qui lui ont redemandé leur copie presse qu'ils lui avaient envoyé parce qu'il n'était pas content en fait de la chronique qu'avait fait mon pote, quoi. Je vous dis, c'est un monde, c'est même plus du rapiaïsme, c'est même plus du vautourisme, là, c'est du voilà, je t'ai envoyé un truc, je voulais que tu dises que du bien, t'as pas fait le bon taf, il faut que je balance la copie à quelqu'un d'autre, rends-nous là. Non mais j'ai pas que ça à foutre, mec, quoi. Viens la chercher chez moi si tu veux, quoi. Ta copie. De merde, quoi. Ton jeu de merde qui ressemble à plein d'autres jeux où on a essayé à plusieurs, nous, influenceurs ou amateurs de jeux de société et créateurs de contenu, à te dire ce qui n'allait pas dans ton jeu, puisqu'on en traite depuis des années des jeux. On te dit que ça va pas bien, on te conseille de faire ça, tu persistes et signes à pas le faire, ne viens pas chialer après, quoi. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Si tu regardes ça, Mousse, tu sais de qui je parle, hein, de toute façon. Allez, on arrive au top 2. Certains jeux, solo ou pas, sont soit trop faciles, soit trop complexes. Donc pour le plaisir de jeu escompté. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, moi c'est un truc vraiment... Ça m'empêche des fois de ressortir des titres, notamment en solo. Vous avez une mise en place déjà qui est assez fastidieuse, notamment parce qu'il y a pas mal de matos à sortir, il faut remettre le nez dans le bouquin de règles, ah oui ça se jouait comment déjà, etc. Quand vous n'avez pas une vidéo à regarder qui peut vous aider. Et puis vous vous dites, en fait, à quoi bon? Parce que j'ai déjà essayé 1000 fois. Moi, j'ai des jeux, je vais vous le dire, je n'ai jamais gagné. Il y a un jeu de chez Nuts, j'aime beaucoup cette boîte de jeux qui font pas mal de wargames aussi, et de jeux solo. C'est quelqu'un de Quimper, hein, d'ici, je crois. Qui notamment sur l'expédition perdue, je crois que ce jeu-là, je ne l'ai
jamais gagné une fois. Je n'ai jamais gagné ce jeu-là. C'est impossible. Impossible. Et donc, le plaisir qu'il y a... Parce que, en fait, un jeu, surtout si c'est du coop ou du solo, il faut parfois, même assez souvent, qu'on puisse accéder quand même à la victoire. Je sais pas comment expliquer ça. Vous avez sûrement les mots mieux que moi qui vous viennent quand vous m'écoutez sur ce sujet, mais il y a des trucs qui sont dégradants pour le moral, quoi. C'est-à-dire, bah, finalement, à quoi bon? Et puis, vous avez beau demander des conseils à d'autres, vous mettre le nez dedans. Moi, il y a des scénars, par exemple, sur le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif, je n'ai jamais réussi à passer. Et quand j'ai compris comment fallait le passer, c'est parce qu'il y a des cartes méta. Vous savez, ces jeux-là, c'est un peu en power creeping, de toute façon. Donc, si vous n'avez pas les cartes, vous n'avez pas pensé à mettre des cartes en build dans votre deck pour passer ce scénar-là, ça ne sert à rien d'y penser. Vous n'y arriverez jamais. Donc, en fait, vous avez le système de, vous avez une épée qui arrive dans votre gueule, vous pouvez pas la gérer. Donc, il vous faut la carte bouclier. Si vous ne la mettez pas dedans, ça ne sert à rien d'essayer. Et pour d'autres jeux, parce que là, c'est des jeux évolutifs, à la limite. Et pour d'autres jeux, il y a vraiment des modes solo, ou même des fois en coop, où c'est trop difficile. Vous prenez par exemple Subterra en vanilla, c'est quasi ingagnable. Enfin, dites-moi si vous avez gagné régulièrement du Subterra en vanilla. Ce que j'appelle vanilla, c'est sans aucune extension. Avec la chef d'équipe, avec la mercenaire, déjà ça se passe beaucoup mieux. Vous voyez, dès qu'ils ont sorti des extensions après pour diluer un peu le truc, avec les objets aussi, ça peut aider. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus fluide. Et vous avez toujours un plaisir de jeu. Vous voyez, donc bon... On aurait pu dire aussi, dans un point négatif, là-dedans, je vais le coller avec, j'ai oublié de mentionner, mais les jeux en kit, c'est pas forcément des jeux avec extension. Ah si, finalement, c'est des jeux avec extension. Pourquoi est-ce que l'éditeur a décidé de couper à la technique du salami, vous savez, le jeu qu'avait pensé un auteur, bah, pour les lover, pour pouvoir simplement gagner plus. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais au lieu d'espérer gagner plus comme ça, vous êtes bêtes, quoi. Vous êtes vraiment très bêtes. Faites un billet d'entrée plus cher. Il va faire peur, votre billet d'entrée. Mais vous dites que là-dedans, de toute façon, c'est le jeu tel qu'il a été pensé. Il n'y aura rien après. Parce que là, en fait, est-ce que j'ai des exemples? Je sais pas si j'ai beaucoup d'exemples. Bien entendu, ils vont pas venir ici, sachant que je regarde ici, mais il y a une pièce à côté. Il y a des jeux où vous vous dites, mais de base, pourquoi est-ce que cette extension n'est pas dedans, en fait? Pas forcément parce que ça voudrait rajouter du temps de jeu, ou du renouvellement, ou de la rejouabilité. Non, pas pour ces arguments-là. Mais vraiment pour la mécanique. Il y a un point de mécanique dans l'extension que tu t'apprêtes à sortir, bro, que tu aurais dû déjà mettre dans la boîte de base. Parce que sans ça, en fait, c'est pas possible. Je pense, par exemple, à Harry Potter à Poudlard, là, le deck building. Dans le jeu Vanilla, il est impossible de purger ses cartes de son deck. Ça s'est déjà vu, ça, dans un bon deck building? Ça n'existe pas. Pour moi, c'est le plus mauvais deck building qui existe. Il faut, pour qu'il devienne aussi bon que les autres, prendre les extensions qui vous permettent, notamment, je crois, de souvenir d'avoir des cartes qui vous permettent de purger ces cartes-là. Donc il y a trop de problèmes là-dessus, c'est pas possible de sortir un jeu dans ces conditions, quoi. C'est ça, quand vous voulez sortir un produit, dites-vous, est-ce que vous êtes fier de ce produit? Ou est-ce que vous vous dites, ouais non, c'est bon, de toute façon, on fera cracher les gens derrière pour qu'ils viennent dépenser, parce qu'ils se diront, ah bah grâce à l'extension, on peut enfin purger ces cartes, comme dans Aeon's End, quoi. Ça suffit un peu, quoi. Ça suffit. Et donc, top 1, qui était mon 12e point. Mais ça, je vais passer rapide, parce que ça fait déjà 1h18 que je parle, et surtout parce que j'en parle déjà beaucoup dans le 3615 Ma Live sur comment créer un playset L5R JCE que j'avais sorti en 2022 ou 2023, et aussi le Horror Arkham JCE, comment créer un playset en 2025, que j'ai sorti récemment, là en juillet 2025, sur ma chaîne. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Modèles commerciaux dépassés ou voleurs, TCG, CCG, pareil, JCE, etc. Impossibilité d'avoir de quoi faire un print on demand, donc prix délirant. Alors voilà, là c'était l'exemple de Nemesis qui est enfin réédité. J'espère que... Je sais pas s'il y a encore du Nemesis Lockdown chez certains fournisseurs. Pour moi, si vous connaissez pas ce jeu, c'est une merveille, mais sincèrement, moi je voulais pour la collecte, parce que j'ai pledgé en fait le troisième, le Retaliation, qui arrive début 2026, je crois. Là, il est déjà en train d'être livré pour les pledges anglais. Mais si vous avez à choisir entre les trois, il faut vraiment prendre le Lockdown, pour moi.
le billet d'entrée sur le jeu de base, en fait, il est suffisant, et c'est un jeu amélioré par rapport à la version Nemesis de base. Et pour avoir les 3 boîtes, voilà, je suis un fou, je voulais juste avoir les 3 jeux. Ah si, c'est parce que aussi, dans Nemesis, vous avez des persos différents à chaque version. Et tous les persos peuvent être joués dans un Nemesis ou un autre, il y a des petits ajustements. Et j'avais pas les persos de base du premier. Donc évidemment, ils vous ont pas dit, ah bah écoutez, on peut juste vous faire les figurines plus le carton de personnage et les cartes qui vont avec votre personnage, et pas vous vendre toute la boîte, avec tout le kilo plastique, avec tous les plateaux, avec tous les aliens et tout. Non, non. Au lieu de vous vendre ça, vous êtes obligé d'attendre un reprint 3 ans plus tard, là ils viennent de le faire. Et enfin, ils ont baissé le prix et vous rachetez la boîte entière. Vous voyez, il y a des trucs nuls. Mais là où je voulais en venir, surtout, c'est les prix délirants. Alors, attendez, avant de finir les prix délirants, j'avais oublié ça. Ça, c'est un truc que je voulais sortir tout à l'heure sur le point. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. Les localisations. Alors, les localisations chez Yellow, là. Je voulais vous montrer ça, Shards of Infinity. Alors, Shards of Infinity, il y a ça. D'accord ? Dedans. C'est l'ombre du salut, une extension. Je reviens après sur le dernier point. Vous regardez au début, moi je me suis arraché les cheveux. Ils m'ont toujours pas répondu, ils doivent être en vacances en ce moment. Heureusement que c'est BGG qui m'a aidé, il y a un Canadien qui m'a aidé. Vous faites le cumul de cartes et là vous vous dites, mais mon jeu n'a pas été... Voilà, il manque des trucs dedans. Moi je sais que je ne perds rien, là, surtout sur des cartes. Donc il y a quelque chose qui manque. Je demande de l'aide, Yellow ne me répond pas. Quand vous calculez le nombre de cartes, ils vous disent... il y a tant de cartes dedans. Ok. Et en fait, vous regardez dans vos cartes, vous les comptez, et il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a moins que ça. Et vous vous dites, bah j'ai merdé, j'ai chié dans la colle, il y a un truc qui manque. Et vous recalculez 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, et toujours le même problème. Et vous finissez par vous rendre à l'évidence, en posant les questions à qui de droit sur BGG, qu'en réalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En réalité, il y a eu un... je sais plus. J'avais fait le calcul, là je commence à être fatigué, excusez-moi. Et quelqu'un m'a dit, non mais c'est normal, c'est qu'en fait sur la version anglaise du jeu, il y en avait vraiment tant de plus là-dedans. Ils ont dû copier-coller en fait et traduire avec leur système de traduction et de localisation sans vérifier qu'en fait ces cartes en anglais elles ont été erratées. Ils ont remis en version anglaise les 3 cartes qui font que ça arrive à ce nombre-là de cartes qui manquent. Mais toi t'en as pas besoin parce que dans ta version française, on a regardé, et dans la version française, le jeu de base fournit la bonne carte en fait immédiatement. Bon bref, voilà, c'était juste un parallèle par rapport à ça. Je sais plus dans quoi c'était, mais bon bref, je vais vous détailler maintenant ce que je voulais vous dire sur la... Où est-ce que j'ai mis ça moi ? Je vais vous détailler ce que j'ai voulu vous dire sur la fin, sur le top 1 là, qui est insupportable. Et je vérifie juste quelque chose sur ça, excusez-moi. Ouais, bon bref, on s'en fout. Ah si, c'est là, mode classique. Tac, c'est ici. D'accord, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué là, mais même si vous le lisez là. En fait, il y a marqué 12 cartes là. On vous dit, pour combiner l'ombre du salut avec les règles classiques du jeu de base, intégrez simplement les 12 cartes communes à bord noir de la pioche commune. Sauf que là, vous n'avez que marqué 9 cartes communes bord noir. Donc 9, 10, 11, 12. Et il y a un Canadien qui m'a dit qu'en fait c'était l'oracle du vent, je crois, un truc comme ça, qui était mal écrite en anglais et qu'ils ont ressorti dans cette boîte là. Donc là, dans la boîte l'ombre du salut anglaise, il y a ces 3 cartes là erratées, puisque ça voulait pas dire la même chose quand c'est ciblé un nombre de joueurs et pas de je sais pas quoi, d'adversaires. Et du coup, là, ils l'ont pas du tout changé dans la version française, ce qui fait que vous dites, bah, attendez, il y a marqué 9 cartes, en dessous on me dit d'intégrer 12, j'en ai 9 ou j'en ai 12 ? Voilà. Ça fatigue en fait, ça fatigue. Surtout quand on est des gens qui ne font quasiment que ça, notre vie. D'être dans ça, avec nos boîtes, à calculer nos matos, etc. C'est très chiant, hein. Très très chiant. Système de print on demand, pareil, j'y suis parvenu tout à l'heure, j'y pensais encore là, mais ça fait chier en fait de se dire que putain, parce qu'ils ont perdu les droits de Games Workshop ou je ne sais pas quoi, bah, tel Edge ou Fantasy Flight Game n'a plus le droit d'exploiter le moindre papier du... Mais oui, mais les gars, vous aviez eu des clients de telle période à telle période. Il y a normalement une sorte d'obligation de service rendu à un moment donné. Et moi j'ai perdu ma carte, elle était bouffée par mon chien ou n'importe quoi, mon bébé l'a déchirée. Donnez-moi la possibilité de récupérer une carte comme ça. Non, vous avez même pas ça. Un fichier, vous envoyez ça au print, non, vous n'avez plus le droit, d'accord, vous pouvez plus toucher. Vous voyez, il y a bon bref, c'est infernal. Je reviens sur le dernier point, le top 1 là, prix délirant, bon, voilà, c'est... Là, je cherche 5 boîtes pour le Horror Arkham JCE, j'en ai trouvé peut-être une ou deux.
Les 3 dernières, ça va être soit en attente de reprint, soit jamais de la vie, puisque Edge, FFG, on aura décidé de ne jamais la reprint. Et quelqu'un qui va vouloir la revendre sur internet bientôt va se dire ah, je peux en tirer un sacré bon prix. J'ai besoin d'aller faire opérer mon chat, j'ai besoin de fric, je vais la mettre à 500 balles la boîte. Elle partira. Mais sur Vinted, au Caseo, ou je sais pas quoi. Grand bien leur face. Pour moi, il y a un modèle dépassé qui est celui de voleur, je persiste. J'étais revenu à un moment donné, j'avais recalculé ça. Non, c'est les TCG, quoi, les CCG. Alors ok, le JCE c'est encore pire, parce que là, on le voit bien, quand il vous manque une boîte, surtout pour les decks de joueurs que vous voulez formaliser, si vous n'avez pas telle carte, vous essayez de vous les choper à l'étranger, en allemand, en anglais, bon, ça vous fait un set un peu dépareillé, mais c'est pas grave. Et des fois, c'est même juste impossible. Du coup, c'est insupportable, c'est insupportable. Mais vous allez me dire, oui, mais comment tu voudrais qu'il fasse dans ce cas-là? Parce que comme c'est un jeu où ils vont le développer au fur et à mesure, en campagne, en machin, en scénar, on peut pas tout sortir pour un billet de 1500 balles dès le début. Personne va acheter un jeu de société à 1500 balles, sauf quelques fous qui veulent mettre des bifetons comme ça. Quand il y a un pledge manager qui est ouvert, vous savez, pour un financement participatif pour des jeux de cartes à collectionner, les mecs ils achètent des trucs avec je sais pas combien de cartons, parce qu'ils veulent choper l'ultra rare, manga, machin, je sais pas quoi, avec le cold foil. Ils ont fait des versions... C'est hallucinant, c'est hallucinant. Le TCG c'est une ruine. Alors soit on le joue en scellé ou en draft, ça peut être sympa, parce que tout le monde a ses chances à la limite, mais si on le joue en construit, si vous n'avez pas votre set construit, votre playset, comment voulez-vous être compétitif avec votre adversaire? Ça, c'est la question, en fait. Donc, ça veut dire que ça vous bloque déjà un mode de jeu, le construit. Vous ne pouvez pas faire de construit. Donc, je dis quand même vive le JCE pour le construit. Vive le JCE, mais seulement si on peut avoir l'accès à toutes les boîtes. Et donc, on voit bien que là, il n'y a pas de modèle commercial parfait. Même les boîtes standards, excusez-moi, de jeux de société, il y a un jeu qui t'intéresse en magasin, tu l'achètes, même les boîtes standards, parce que vous me direz si vous vous basez sur le jeu de base. Moi je vais vous dire, hein, j'ai la collectionnite, mais dans beaucoup de jeux que je joue, au final je joue en vanilla. Bon, sauf Subterra, quelques trucs où je trouve que c'est quand même l'expérience est bien plus agréable avec des extensions, mais la majorité du temps, les extensions en fait je les sors pas, quoi. C'est quand même un truc de ouf, hein. Donc l'impossibilité finalement de faire des reprints. Là, je suis sur une récupération alors je vous dis pas quoi, j'en parlerai sur ma chaîne peut-être plus tard, sur du matos d'un jeu de cartes à collectionner, assez connu, je ne vais pas vous le dire tout de suite ce que c'est, que je critique souvent d'ailleurs, parce que voilà, il y a des produits que je voulais. Déjà, on a eu 3 mois d'attente, et en plus, je vous raconte pas pièce combien il coûte, quoi. Vous dites ça pour du carton? Jusqu'à quand, en fait, on va se faire berner par notre collectionnite, les amis? C'est une maladie, ça, hein. C'est une maladie, c'est reconnu. Moi, j'ai fait de l'addictologie, parce que je suis alcoolique. Je suis abstinent, maintenant. Mais c'est une maladie. Le jeu, la collection, c'est des comportements de déviance, en réalité, tout ça. Et je trouve que c'est un youtubeur de Magic qui s'appelle Bandy, en France, qui a fait un... Non, c'est un Belge, je crois, qui avait dit quelque chose de très intelligent. Il avait dit un jour, il avait fait un billet là-dessus, alors qu'il adore Magic, lui, il ne jure que pas Magic, c'est le meilleur jeu, machin. Et il avait dit un truc que j'ai trouvé très très bien, même si je suis pas d'accord avec lui sur le fait que Magic soit le meilleur jeu de cartes et tout. Il avait dit, il faudrait, je pense, vraiment, hein, il le disait sérieusement, apposer une mention sur chaque paquet de Magic, comme quoi il faut avoir 18 ans pour acheter ça, et que vous savez, un peu comme pour la Française des Jeux ou les paquets de tabac. Parce que ça produit le même effet, en fait, sur les gens. De l'achat compulsif, vous savez, de tiens, je vais essayer d'avoir la super rare, méga, légendaire, de la mort qui tue, mythique, et je sais pas quoi. L'excitation, le besoin permanent, en fait, et irrépressible de vider, de verser sa thune là-dedans, etc. De ce point de vue-là, vous voyez qu'en fait, dans le jeu, il y a de tout, hein. Le jeu de rôle, moi, je vous invente un jeu de rôle en 5 minutes, clé en main, avec système, etc., univers, et ça vaut rien, à part l'achat d'un dé, quoi. Ça vaut 30 centimes, 1 euro. Et vous avez en fait les jeux dans lesquels vous versez littéralement toute votre énergie vitale, avec votre place en moins, votre thune en moins, ça vous vide, ça vous suce. Ces gens, ces éditeurs, sont des vampires, quoi. Ce sont des vampires. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de la richesse et du train de vie des ayants droit de ce genre de truc. Non, ce qu'on voit souvent, c'est les Kardashians, c'est les Ben Barbeau du Hellfest, c'est les gens en fait qui roulent en Audi R8, qui font ça.
vous voyez, parce que voilà, ils ont un côté un peu fastueux, parce qu'on les voit, parce que ce sont des personnes publiques. Mais c'est vrai que dans le milieu du jeu, il y a encore une fois ce truc-là qui est cultivé depuis quand même très longtemps, depuis le début au final, depuis une quarantaine d'années, c'est un peu nébuleux, on sait pas trop qui c'est qu'il y a derrière. Ils se connaissent entre eux, c'est un petit milieu, hein, les gens d'Asmodée, ils sont là. Asmodée qui a été acheté par un fonds de pension, je sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être pas un fonds de pension, mais c'est un truc suédois, là, c'est le plus gros fonds de fructification finalement de jeux vidéo qui ont acheté Asmodée. Et Asmodée lui-même a aussi acheté et a créé des boîtes d'édition. Pearl Game, je crois qu'il était associé à Asmodée, enfin c'était une sorte de succursale d'Asmodée, qu'Asmodée pouvait laisser crever ou remonter. Pearl Game, c'est en train de se remonter, je crois. Alors, vous voyez, il y a plein de... C'est un peu nébuleux tout ça, il y a des montages financiers. Les clients de base, les clients finaux, n'en savent pas grand-chose. Moi j'aime beaucoup écouter Yoel de First Player, que j'ai eu la chance de rencontrer en plus sur une convention récemment. C'est un mec, mais d'une gentillesse super sympa, une pile électrique le gars. Et il me disait que lui, il connaissait un peu les affaires en fait de l'autre côté de la barrière. Parce que quand vous avez un pied un petit peu du côté éditeur, parce que lui là, il vient de créer son jeu aussi, enfin il en a fait plusieurs, mais là il vient de faire éditer son jeu chez Ravensburger, je crois, qui s'appelle Crystalia, quelque chose comme ça. Il m'a dit, bon, moi, voilà, je découvre encore, hein. Et lui, il est en fait amateur de jeux de société, il a un bar à jeux, il a tenu un magasin de jeux de société, maintenant il est auteur, il a une chaîne YouTube, enfin vous voyez, il fait quasiment tous les métiers dans le milieu de jeux de société à part éditeur. Et il me dit, voilà, moi je commence à comprendre quelle est la logique d'édition, comment ils fonctionnent les éditeurs. Ce que veut un éditeur n'est pas ce que veut un acheteur, n'est pas ce que veut un influenceur. Chacun essaie de tirer son aiguille là-dedans. Et c'est un petit peu comme la musique, notamment comme le métal. Je parle beaucoup de métal sur ma chaîne, parce que c'est un univers ultra varié, ultra large, contrairement à ce que les gens qui ne connaissent pas cet univers-là peuvent penser, où il y a dedans une myriade d'amateurs de musique différentes, qui n'aiment pas forcément les mêmes sous-genres, etc. Et non, il n'y a pas la grande famille du métal, comme il n'y a pas la grande famille du jeu de société. C'était tout pour moi, c'était Cad, à très vite.